Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous. Une semaine de scandale vient perturber le quotidien des Camerounais. D'abord, ce gendarme en civil qui a été tué à coups de matraque, d'armes blanches, de latte, dans une agence de voyage appelée Fitnex à Douala, à la suite d'une altercation autour de l'utilisation des toilettes payantes. Il a subi des actes d'agression de la part des manutentionnaire de cette agence de voyage, laquelle a été placée sous scellé depuis quelques heures. Et dans la même ville de Douala, c'est un chauffeur de taxi qui a succombé à des blessures liées à des sévices corporels infligés durant sa détention par des fonctionnaires de police. Sa famille déplore des actes de torture pendant son arrestation injustifiée. Selon la famille, les mises en cause n'ont pas souhaité s'exprimer. Un autre scandale qui suscite l'émoi et la consternation au sein de l'opinion publique nationale. Et autre événement tout aussi scandaleux, c'est cette fuite massive des épreuves écrites au baccalauréat série scientifique en plein examen, malgré des couacs et des dysfonctionnements dans l'organisation du baccalauréat session 2020. Seule la reprise partielle de l'examen est envisagée à travers un mécanisme qui bouleverse le calendrier des examens officiels. Quelles en sont les causes et les conséquences de cette fraude à grande échelle? Le championnat de la fraude et de la corruption se joue aussi au conseil d'administration de l'agence de régulation des télécommunications. Selon la nouvelle expression, la ministre de tutelle, Minette Lebon-Lincoln, n'est pas passée par 4 chemins pour signifier à la présidente du conseil d'administration de l'arrêté sa culpabilité dans la crise managériale qui secoue actuellement cette structure. La controverse porte sur des faits, sur de forts soupçons de corruption et de marchandage des postes durant des recrutements, ceci en violation des règles d'éthique et de gouvernance. Cependant, le messager estime que les frasques imputées à Justine Ndifo cacheraient des guerres de positionnement dans la perspective d'un nouveau gouvernement en gestation. Des questions de fond demeurent. Comment expliquer des recrutements en parfaite inadéquation avec les besoins réels de l'arrêté? Le marchandage des postes et la corruption sont-ils de nouvelles règles de gouvernance dans certaines structures publiques? Au-delà de ces frasques managériales devenues monnaie courante dans certaines entreprises publiques, le secteur privé agonise, subissant de plein fouet la crise Covid-19. Ses répercussions sont catastrophiques sur le plan économique. Selon le JICAM, c'est près de 310 milliards de francs CFA de pertes en termes de chiffre d'affaires. Près de 54 000 employés permanents qui sont déjà en congé technique, chômage technique, et près de 14 000 licenciés du fait de l'effet dévastateur de la pandémie du Covid-19, en majorité insatisfaits des mesures de soutien des entreprises jusqu'ici, des chefs d'entreprise. Et le président du JICAM exhorte le gouvernement à la mise en place urgente d'un véritable plan de relance de la croissance économique. En réaction, le gouvernement a procédé à la répartition du fonds issu du compte d'affectation spéciale pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette nouvelle mobilisation des ressources financières répond-elle aux besoins réels du secteur privé? Quelles sont les attentes à court terme et les actions à entreprendre à moyen terme pour préserver le tissu industriel et sauver l'économie nationale? Des questions qui se posent alors que des Camerounais prient pour la paix dans leur pays. La mise en garde d'une autorité administrative pourrait jeter de l'huile sur le feu. Le préfet des Hauts-Plateaux accuse le chef roi des Bamenjou, Sekodou Jean Rameau, de rébellion intolérable et incompatible avec les fonctions d'auxiliaire de l'administration. Il reproche au chef traditionnel d'avoir organisé et présidé dans sa chefferie une concertation politique non déclarée. Cette mise en garde, faite dans un ton menaçant et violent, est-elle fondée au regard des actions que mène le chef traditionnel Sekodou, roi des Bamenjou? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des invités de haut vol. Et pour cette nouvelle édition, je reçois sur ce plateau Okala Ebodé. Bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour
aux millions de téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous suivre encore ce dimanche matin. Je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ces studios. À une époque avec Polycarpe et Somba et d'autres, nous étions presque les pionniers, si on peut dire. Donc c'est un plaisir, il y a longtemps que je ne suis pas passé, c'est un plaisir et j'espère que nous allons passer du bon temps ensemble pour éduquer, former, informer ces téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous suivre. Je précise que vous êtes le trésorier national adjoint au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Et sur le plateau de réponse, juste en face de vous, c'est Jean-Claude Youf qui représente le parti au pouvoir, le RDPC. Jean-Claude Fils, bonjour. Bonjour, M. Cédric, bonjour à l'ensemble des copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Permettez-moi tout simplement d'abord de présenter les hommages du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à un certain nombre de familles et à tous ceux qui sont en situation de deuil ou qui ont perdu des illustres disparus. Je pense comme ça à la famille lydienne Ernest Ngale Bibéher, dont ils ont enterré la maman ou la belle-mère hier. Je pense... On va avancer, Jean-Claude Youf, pour pouvoir entrer dans le vif du sujet et présenter aussi les autres panélistes. Il est secrétaire exécutif adjoint du JICAM, Vincent Kouété. Merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric, bonjour à tous les copénalistes et bonjour à tous les millions de téléspectateurs de Kinox Télévision. Merci d'être avec nous. Sur le plateau de Droit de Réponse, l'un des éditorialistes quotidiens La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Noufélé, je salue les copanélistes ici présents et je salue de manière amicale et fraternelle tous les téléspectateurs fidèles de Droit de Réponse à travers le monde. Et je reste avec vous, Edmond, pour évoquer cette situation conflictuelle au sein de l'Agence de régulation des télécommunications. Il y a eu cette correspondante cinglante du ministre des Postes et Télécoms, Aminata Libon-Lincoln, adressée au PCA de l'ART pour évoquer, selon La Nouvelle Expression, sa culpabilité dans une controverse autour des recrutements au sein de l'ART, soupçons de marchandage et fort soupçon de corruption. De quoi il s'agit concrètement, vous qui avez mené l'enquête au sein de La Nouvelle Expression, Edmond Kambia? Il faut dire, Cédric Noufélé, et à tous les téléspectateurs, que c'est un dossier, un sujet qui a fait en sorte que La Nouvelle Expression, le groupe Equinox, essaie de voir un peu plus clair dans cette affaire. On ne comprendrait pas que moins de 3 mois après la nomination d'une personnalité et qu'elle arrive en fonction, je parle du professeur Justin Ndifo, que ce que tout le monde est en train d'apprendre là, à travers la lettre combinatoire de Madame la ministre des Postes et Télécommunications, qui note que le recrutement qu'elle a procédé est entouré d'un fort, très fort soupçon de corruption et de marchandage de postes, et que ce recrutement se fait sans test et sans respect du plan d'organisation des effectifs et des besoins réels en matière de ressources humaines qui lui permettraient à l'ART de mener à bien ses objectifs, suscite des interrogations, questionne sur non seulement les règles managériales qu'a voulu utiliser cette responsable nouvellement nommée à l'ART, mais sur les questions morales et éthiques, j'allais dire l'orthodoxie, la transparence, la gouvernance, qui gouverne, n'est-ce pas, la gestion des établissements publics. Après avoir exposé ce petit point qui permet d'entrer dans ce dossier où il y a, selon nous, une sorte de bras de fer que tout le monde ne perçoit pas entre le PCA de l'ART et son directeur général. Mais il faut dire que, comme vous l'avez souligné, la lettre cinglante de Madame le ministre des Postes et Télécommunications, Madame Libon-Lincoln, est basée, je dois le préciser, sur des faits. Parce que, avant que de recevoir successivement Madame la PCA et le directeur général de l'ART, elle a pris soin
d'obtenir des informations à bonne source. Si bien que quand elle recevait les différents responsables, elle savait, après les avoir écoutés, de quoi il s'agissait. Et après les avoir reçus, elle leur a prescrit, à l'un et à l'autre, en plus de la lettre qu'elle a adressée à la PCA, de tout faire pour que, dans les règles de gestion des établissements publics, l'orthodoxie soit respectée, les obligations réglementaires et les règles éthiques et déontologiques. Je ne pourrais pas chuter sans dire une ou deux choses. La première, c'est que nous voilà dans une situation où une personne nouvellement nommée, je le disais tantôt, qui plus est une intellectuelle, une universitaire, qu'on a vu dans le passé, dans la société civile, more women in politics, faire preuve de beaucoup de talent et de compétences, et que par la suite, de manière fort curieuse, on a découvert dans un giga meeting du RDPC à Bafoussam, où elle lisait une motion qui condamnait et dénonçait les agissements des militants de la base, mais aussi condamnait et dénonçait et appelait à la déchéance même des activistes de la base, mais également de Maurice Kamto, leader du MRC. Quand je fais cette parenthèse, c'est pour dire que lorsque l'on est appelé à être responsable d'une structure, lorsque l'on est appelé à manager des hommes et des biens, on doit respecter les règles éthiques et déontologiques et être un modèle. Je voudrais dire également, en deuxième point, que le dossier de l'ART, qui est présent dans les médias écrits audiovisuels, a interpellé non seulement la presse, les médias, les journalistes, mais également l'opinion publique nationale, dans le contexte sociopolitique où nous trouvons, où, de manière générale, on note l'attitude des professeurs agrégés qui désagrègent la société qui se délite, mais qui font foutre le camp aux valeurs morales et éthiques. Je voudrais terminer sur ce point en vous disant, Céline Oufélé aux téléspectateurs, que nous continuons à suivre ce dossier qui montre à suffisance que certaines personnes qui, au départ, parfois, vous donnent l'impression d'être des modèles dans la société civile et qu'on retrouve de façon fort curieuse au parti au pouvoir en train de fustiger et dénoncer des personnalités dont elles n'ont pas elles-mêmes le niveau de probité, d'honnêteté et de sincérité, nous amène à nous poser les questions sur l'intelligentsia camerounaise. Après vous, Edmond Kamga, j'aimerais avoir la réaction de Vincent Kouété, vous qui venez du secteur privé. Lorsque vous entendez qu'un conseil d'administration est accusé de marchandage, corruption autour des opérations de recrutement dans une structure publique et que le ministre pose le problème de l'inadéquation entre les besoins réels de la structure concernée et les recrutements qui ont été opérés à certains postes. Quelle est votre analyse d'une telle situation? Bien, Cédric, je dois dire, en apprenant, oui, en consultant comme vous, sur les réseaux sociaux et en écoutant tout ce qui s'est dit autour de cette actualité, nous avons été grandement surpris. Mais également, nous avons été quelque peu dans le désarroi. Parce que, voyez-vous, si tout ce qui se dit est avéré, et je voudrais à ce sujet rebondir sur le propos fort bienvenu de Edmond qui a parlé de soupçons. Nous sommes encore dans un contexte de soupçons. Et donc, en attendant peut-être l'aboutissement des enquêtes qui permettront d'établir les responsabilités, il faut dire que si tout ceci est avéré, effectivement, nous aurons fait un très grand recul. Au-delà de l'actualité elle-même, je dois dire que l'avènement du professeur Justine Dufo à la tête du conseil d'administration de l'ART avait été pour nous un grand motif de satisfaction. Nous avions par le passé beaucoup travaillé avec elle en tant qu'universitaire, notamment dans le cadre de l'Observatoire africain sur la pratique des affaires, sur l'évaluation du Cameroun Business Forum, les questions de promotion de l'entrepreneuriat féminin, ainsi de suite. Et nous espérions qu'à travers elle, nous pourrions véritablement lever certaines contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la régulation du secteur des télécommunications. Je dois dire, et notamment à la faveur de cette crise-là, que cette problématique de la régulation se pose encore avec plus d'acuité
nous avons encore des témoignages des chefs d'entreprise qui évoquent d'importants marchés perdus en raison de la mauvaise qualité de l'accès Internet, des prestations qui devaient être faites, mais dont, à l'évaluation, les standards aujourd'hui de notre réseau Internet ne permettaient pas à ces entreprises de soumissionner à cela. Au-delà de cet aspect lié à la qualité du code, il y a également la problématique même de la gouvernance du secteur des télécommunications que nous espérions pouvoir être adressée au lieu de tomber dans les faits divers. Mais on constate justement que les préoccupations au sein de l'arrêté, ce sont des questions de recrutement. Sur la pratique managériale entre le conseil d'administration et une direction générale, qui est chargé de recruter et comment cela devrait être opéré selon les principes? Oui, en fait, je n'ai pas voulu revenir là-dessus parce que l'analyse de Edmond me semblait suffisamment édifiante. Ce qu'il faut dire, c'est comment on fait son lit, on se couche. Quelles sont aujourd'hui les règles managériales qui gouvernent d'une manière générale les entreprises publiques? Qui est chargé, existe-t-il des plans pluriannuels d'emploi et de compétences? Qui est chargé de faire des recrutements? Quels sont y a-t-il des appels à concurrence qui sont prévus? Sinon, pourquoi cela n'est pas fait? Tout cela, c'est des questions qu'il va falloir adresser d'abord dans le fond, au niveau des règles de procédure, au niveau des systèmes de gouvernance qui sont mis en place, et même au niveau de la désignation des responsables de ces structures. Au GICAM, actuellement, nous travaillons sur un code de bonne gouvernance d'entreprise qui adresse également la question de la gouvernance des entreprises publiques. Et je pense que ce n'est qu'en commençant par régler ces problèmes de fond que l'on va pouvoir établir effectivement des responsabilités dans les différentes dérives que l'on peut observer ça et là. Sinon, Edmond l'a dit, c'est une actualité qui est encore brûlante. Il ne faut pas déjà jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais attendre effectivement que toute la lumière soit faite, et nous espérons qu'elle sera faite effectivement pour que nous puissions avancer dans un secteur aussi important, comme je l'ai souligné, que celui des télécommunications. Après vous, Vincent Coueté, Jean-Claude Fils-Diouf, sur cette situation conflictuelle, on l'observe dans plusieurs entreprises publiques. Et là, c'est la question du recrutement du personnel à des postes stratégiques importants. Marchandage des postes, soupçon de corruption. On a vu cette correspondance de la PCA, de l'ART, adressée au ministre, indiquant qu'on lui a proposé de l'argent en échange du recrutement de certains personnels et qu'elle voulait plus ou moins piéger ce membre du conseil d'administration-là. Et le concerné plutôt s'en dédouane et accuse la PCA d'avoir organisé un vaste marché de placement des individus en échange de 5 à 6 millions de francs CFA. Pourquoi cette gouvernance a été érigée en règle, gouvernance de corruption, de marchandage dans les entreprises publiques? Jean-Claude Diouf. Oui, pourquoi pas d'abord de corruption? Il faudrait que les faits soient avérés et qu'on en arrive à une situation de démonstration qu'il y a eu corruption. Donc la notion de présomption doit toujours prévaloir dans le cadre d'une démocratie. Ici, avant de répondre à votre question, je vous dirais d'abord d'entrée de jeu que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais n'a pas de sujet tabou en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Donc ce qui voudrait dire que nous sommes solidaires de la mise en œuvre de la loi portant sur la transparence et la gestion gouvernementale de 2018-011. Voilà. Donc pour vous dire que le RDPC n'a pas de souci par rapport à cela et que lumière doit toujours être faite chaque fois où besoin se fera. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne le recrutement, il faudrait quand même que nous édifions un certain nombre de nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent un peu. Il ne revient pas à un président de conseil d'administration de pouvoir recruter. Un président de conseil d'administration ne possède pas au recrutement dans une entreprise publique. Je pense que le représentant du GICAM le sait très bien. Le conseil d'administration, il est soumis au conseil d'administration lors d'un conseil d'administration ordinaire ou extraordinaire en fonction des thèmes, des thématiques à débattre, un plan de recrutement sur la base de la politique générale de la société qui a été adoptée. Et à partir de là, le directeur général présente donc pour validation au conseil d'administration le besoin de recrutement. Maintenant, ceci étant dit, ça voudrait dire que la mise en œuvre du recrutement en ce qui concerne l'appel à candidature ouvert ou fermé, ou bien même, je ne sais pas par annonce, mais ici, il y a une loi, la loi portant statut général des établissements publics du 12 juillet 2012, dans l'article 24 alinéa 1, qui démontre à juste titre
cela est organisé. Donc, c'est pour vous dire que... Est-ce que dans le cas d'espèce, cette pratique managériale qui est prévue dans les lois et règlements de la République, est-ce que cela a été respecté dans le cas de l'arrêté qui fait les choux gras de la presse aujourd'hui? D'où dans la sortie du ministre du Mines Postel, qui est un appel ou bien une forme de recadrage et au besoin du respect d'abord de la réglementation. Maintenant, nous avons eu l'ensemble, enfin un certain nombre d'acteurs en dehors de tous, on n'est pas encore complet sur l'information pour l'instant. Nous avons eu la sortie du Mines Postel dont vous parlez, mais avant cela, déjà, nous avons pu lire la correspondance du PCA, professeur Justine Difford, adressée au Mines Postel en date du 2 juillet, déjà dénonçant un certain nombre de pratiques qu'elle a observées et qui étaient des tentatives de corruption. Ça, c'était sa correspondance. Et il y a eu une réponse du Mines Postel également, qui demandait les faits probants en ce qui concerne donc cette accusation pour pouvoir prendre une décision. Et il y a eu également encore une réponse à cette correspondance du 17 juillet 2020 du Mines Postel, adressée par Madame la PCA, professeure Justine Difford, au Mines Postel, où elle relève donc un certain nombre de faits et de griefs qui portent dans cette accusation et l'ensemble même de la stratégie et sa vision dans le cadre de sa politique. Donc, ce qui voudrait dire qu'ici, nous commencions à avoir un certain nombre d'informations. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de manière officielle la sortie du mise en cause Monsieur Kadiop, qui est administrateur, représentant de la société civile au niveau du conseil d'administration. Donc ici, c'est pour vous dire que les enquêtes sont en train d'être menées. Mais pour autant, la ministre des Télécommunications indique qu'il y a une situation conflictuelle au sein de l'ART qui est née de ce recrutement controversé, recrutement sans test, ni respect du plan d'organisation des effectifs, ni respect en adéquation avec les besoins en ressources humaines et en violation des règles d'éthique et de gouvernance. Et Edmond Kamgia le relevait, ce sont pour certains de ces personnalités des militants de votre parti qui sont portés à des positions importantes de gestion des entreprises publiques et qui s'illustrent par de forts soupçons de corruption et de marchandage des postes. Comment expliquer cela? Comme vous citez très bien M. Edmond Kamgia, je l'ai relevé ici, il a dit que tous ceux qui sont des professeurs agrégés désagrègent la nation aujourd'hui. Donc j'espère qu'il est responsable de cela et qu'il saura nous démontrer que tous ceux qui sont des professeurs agrégés désagrègent la nation. Donc ce qui voudrait dire qu'ici, il n'est même pas utile ni nécessaire d'être professeur agrégé aujourd'hui. Bon, donc, mais je pense que ces propos n'engagent que son auteur. Et il a aussi si bien dit, dans le cadre de son propos, que professeur Justine Difford a les qualités, les compétences nécessaires. C'est-à-dire, il était plutôt étonné. Oui. Bon, ok. Maintenant que on est d'accord que ce n'est pas d'abord l'appartenance politique, ni le militantisme de quiconque, mais d'abord la compétence qui a prévalu parce que professeur Justine Difford, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce qu'on le puisse le démontrer, a les compétences et les qualités nécessaires. Alors, si ceci est cela, il faudrait donc que nous restions dans la notion de présomption, en disant que voilà sa position. Elle a même apparemment, si nous sommes dans l'esprit de ses écrits, je dis bien, si nous sommes dans l'esprit des correspondances adressées au Mines Postel, elle a même apparemment cru bien faire, de pouvoir procéder à une dénonciation, de pouvoir dire qu'elle a été victime d'une tentative de corruption, donc elle est en train de dénoncer. Et elle a même demandé qu'on puisse suspendre, remplacer, procéder au remplacement d'un certain administrateur. Alors après, c'est pour vous dire que sur ces faits d'accusation, elle ne trouve pas, elle trouve plutôt que ce sont des allégations. Et première chose. Mais deuxième chose encore qui paraît encore assez curieuse quand même pour l'instant, c'est que depuis quand un PCA recrute, ok, donc est-ce que, parce qu'un PCA peut par exemple dire, voici un nom, est-ce que ceci est acté
comme employé dans une structure d'État. Non, il faut une décision du directeur général. Après vous, Jean-Claude Fils-Diouf, au Kala Ibodé, sur ces questions de gouvernance et d'éthique dans les entreprises publiques, il y a ce phénomène de marchandage et de corruption pour le recrutement à certains postes stratégiques dans des structures publiques. Et le cas qui nous est soumis ce dimanche, c'est celui de l'arrêté où le ministre a tensé la PCA sur une situation conflictuelle avec de forts soupçons de corruption et de marchandage. Quel est votre regard sur cette épineuse question? Vous savez, nous sommes désormais dans une république qui est gouvernée par des sicaires et des braqueurs, des tueurs à gages qui ont décidé d'en finir avec notre pays. Et le fait qui fait l'actualité aujourd'hui avec Madame Dufo n'est pas nouveau dans le fonctionnement de notre République. La première chose, c'est que la corruption est un pilier pour le fonctionnement de ces régimes. Le RDPC, le régime de M. Biya, n'existe pas sans la corruption. Et donc tous les discours autour de la lutte contre la corruption ne sont que des vœux pieux, des déclarations intempestives pour donner l'impression qu'ils sont préoccupés par la lutte contre la corruption. J'ai à une époque travaillé sur la corruption. J'ai fait un travail sur la lutte contre la corruption au Cameroun dans le cadre de mon master en gouvernance et management public. J'ai travaillé sur la corruption et c'est établi. Et donc, on aurait été surpris qu'il y ait un autre comportement que celui-là. Surtout que vous connaissez les appétits de ces agrégés qui désagrègent, comme dit Edmond Kambia. Nous sommes dans une logique où Mme Justine Dufo a eu sa part du gâteau, en remerciement à tous les bons services qu'elle a souvent rendus à ces régimes. Vous vous souviendrez que chez votre confrère Canada, je avais dénoncé le fait que ce soit elle qui ait travaillé à imposer dans la constitution des listes électorales la proportion de 30% des femmes. Décision qui était l'émanation du RDPC et qui ne concernait que le RDPC. Décision qui a fortement troublé les élections en 2013. Et à l'occasion, elle a avoué que malgré son activisme dans la société civile, elle était militante du RDPC. Donc, c'est une militante du RDPC qui a été récompensée. Et il n'y a pas de militant, il n'y a pas d'exception dans ces militants du RDPC à qui n'est-ce pas, qui se comporterait d'une manière différente que celle que Mme Dufo a affichée. Pourtant, la PCA, elle a adressé une correspondance au ministre des Télécommunications pour lui indiquer qu'il y a un membre du conseil d'administration qui lui propose de l'argent en échange des postes à attribuer à certains individus qui en demanderaient et qu'elle souhaite le remplacement de cet administrateur. Est-ce que là, ce n'est pas une preuve qu'elle est une femme qui respecte l'éthique et qui veille aux règles de bonne gouvernance, selon vous? Si effectivement elle respectait l'éthique, moi si j'avais été dans sa position avec une telle proposition, j'aurais d'abord suspendu ce membre. Je prends sur moi de le suspendre et d'informer la hiérarchie pour qu'on remplace. Un ministre dans ce pays l'a fait. Au ministère de la fonction publique, il avait un collaborateur qui l'embêtait, nommé par décret du chef de l'État. Il a d'abord viré, il a dit j'attends la décision du chef de l'État. Il y a des choses qu'il faut faire, il ne faut pas donner l'impression, dire je veux faire et que c'est elle qui m'empêche de faire. Non. Ça pose également le problème de manière globale. Le sujet est partagé ici sur la gouvernance des entreprises. La gouvernance a des principes essentiels. La transparence, la redevabilité et bien de la participation. Il y en a comme ça, une multitude de principes. Mais dans notre cas, nos entreprises ont du mal n'est-ce pas, à mettre en pratique ces éléments, ces principes de bonne gouvernance. Simplement parce que c'est comme ça que le régime fonctionne. Le régime fonctionne avec la corruption, l'opacité, l'inertie. Et donc, de ce point de vue, il est difficile, comme le disait l'ami du JICA, que ces principes-là soient mis en application. Il y a de très beaux textes. J'ai entendu le représentant du RDPC ici évoquer des lois et autres. Mais dans la même logique, je disais à Mme Dufo sur un plateau également que la loi, par exemple, contre le tribalisme, il faut l'évoquer, ne s'appliquera jamais dans ce pays parce que la plupart des gens qui tiennent des propos, qui font l'apologie du tribalisme, sont du RDPC. La preuve, il y a un pseudo-expert là dehors qui dit des choses, fait l'apologie du tribalisme, du génocide, et personne ne lui fait rien, simplement parce que la personne est proche du régime. Donc, c'est ça le problème. Là, ce qui se passe avec Mme Dufo, c'est une bataille de réseau. Toute cette agitation-là,
toute cette agitation. Et personne ici ne nous dira que Mme Difo n'a pas demandé de l'argent. Simplement parce que c'est une pratique quotidienne et elle ne peut pas se mettre en marge de cette manière de fonctionner. J'en doute. Elle bénéficie encore de la présomption d'innocence. Oui, mais vous me direz qu'on va faire une enquête, mais on sait quand on ouvre les enquêtes dans ce pays, ce que ça donne. Après, au Calaïbodé, Jean-Claude Diouf, vous venez de suivre le militant du MRC qui estime que la corruption est le mode par excellence de gouvernance du régime Biya et du RDPC. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds d'abord en disant que je pense la semaine dernière, la semaine surpassée également, on nous a évoqué un rapport Transparency qui nous classait déjà en certains rangs dans le cadre de la lutte contre la corruption et du positionnement de notre pays. Autrefois, nous étions classés, il y a cela près de 10 ans, on nous disait que nous étions champions du monde. Et ensuite, 2 fois. Voilà, ok. Ben, pourquoi vous n'évoquez pas aussi que maintenant que lorsqu'on n'est plus champion du monde, on a perdu le titre? Ça voudrait dire, c'est pas une vue de l'esprit. Vous savez qu'il y a des doutes. Vous savez qu'il y a des doutes sur le travail de Transparency désormais. Et on sait que le Cameroun est champion pour corrompre les organisations internationales. Finalement, si c'est le gouvernement qui prend un rapport, on va dire c'est le gouvernement de Yaoundé qui a pondu le rapport. Lorsque ça vient de là-bas, on va s'en tenir à quoi? Il va falloir quand même qu'on s'en tienne à quelque chose. Ok, ce sont ces mêmes organisations internationales qui nous classaient champions du monde, et vous l'avez accepté. Aujourd'hui, on nous dit 28e. Et ils nous ont dit quelque chose. C'est pas honorable comme rang. Non, je ne dis pas que c'est honorable. Non, c'est-à-dire, c'est pour pouvoir dire que le gouvernement est en train de lutter contre la corruption et je suis en train de vouloir évoquer ici les différentes évolutions. Et, dans ce même rapport, on disait que près de 1632,52 milliards ont été volés en 10 ans d'après eux. Et j'ai fait des petits calculs, ça donne une moyenne de 160 milliards en moyenne par an. Autrefois, d'autres organismes nous disaient 1000 milliards par an étaient détournés. Donc, vous voyez que la mise en place des structures de lutte contre la corruption, CONAC, Contrôle supérieur de l'État, ANIF, Antique, nous montre qu'il y a des évolutions. Mais maintenant, dans ces évolutions-là, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça voudrait dire que les uns et les autres savent ce à quoi ils peuvent s'exposer aujourd'hui dans le cadre des détournements. Donc, vous avez le sentiment, je vous en prie, vous avez le sentiment, Jean-Claude Fils-Youf, qu'au quotidien, les Camerounais perçoivent de moins en moins ces pratiques de corruption dans les services publics et dans l'administration publique au Cameroun? Je pense que oui. Mais il faut que nous sachions une chose. La corruption est d'abord aussi un état d'esprit et des mœurs. Parce que entre le corrompu et le corrupteur, c'est deux éléments. Et ici, c'est pour ça qu'on dit que nous devions continuer à procéder à une sensibilisation. Parce que la corruption n'est pas seulement sur le plan administratif public. La corruption, même par nous-mêmes, même sur le plan du privé. Même lorsque nous savons, par exemple, que nous devions marcher avec notre carte nationale d'identité et que nous l'avons oublié à la maison, au lieu de dire, chef, j'ai besoin d'aller récupérer ma carte, on est les premiers à faire autre chose. Donc, par là aussi, nous-mêmes aussi, nous entretenons la corruption. Donc, c'est pour dire que la corruption, en dehors d'être éradiquée sur les gestes, l'administration, elle doit être également, depuis le cocon familial, depuis nos mœurs, depuis nos habitudes. Lorsqu'on nous dit ici que le tribalisme est un élément du RDPC, je renvoyerai M. Okala, tout simplement, à son camarade Nganang. Qu'en est-il lorsque M. Nganang faisait appel à preuve qu'il est mon camarade? De quoi? Ah ben je ne sais pas si vous vous dédouanez maintenant de vos camarades. Je vous pose la question de savoir il est camarade de quoi? Il vous a jamais dit qu'il est militant du MSC? Il n'est pas militant du MSC. Vous avez sa carte? Présentez-moi la carte du MSC de M. Vous avez la carte professeur Justine Difo? J'ai travaillé avec madame le professeur Difo. Je l'ai affronté. Soyons logiques. Je vous en prie. Abafoussam, madame, s'il vous plaît. Madame Justine Difo a lu la déclaration du meeting avec une écharpe du RDPC. Soyons logiques. Lorsque vous me présentez une photo d'un Ghana avec une écharpe du MSC, je vous donnerai raison. Et je voudrais en profiter pour simplement signaler à monsieur du RDPC que la prolifération des institutions de lutte contre la corruption ne garantit pas la lutte contre la corruption. Ça peut également être un élément pour partager les prébendes.
Après vous, justement, Jean-Claude Fiziouf et Okala Baudet, j'aimerais que quelqu'un du secteur privé puisse s'exprimer sur ces cas de corruption observés dans l'administration publique. Les entreprises ont souvent été sondées par ces organisations internationales pour connaître leur perception de l'indice de corruption au Cameroun. Le cas qui nous rassemble ici est celui qui concerne l'agence de régulation de télécommunications, les organes de gestion qui sont en conflit du fait de forts soupçons de corruption dans le recrutement des effectifs. Lorsqu'on pose le problème de la corruption, Vincent Kouété, quel est votre regard sur cette épineuse problématique? Est-ce qu'elle est perceptible encore dans l'administration publique? Comment vous l'entrevoyez dans la gestion des entreprises publiques au Cameroun? Pour répondre directement à votre question, Cédric, si elle est perceptible, je pense que il n'y a pas débat à ce sujet. Tout le monde le perçoit, tout le monde le vit plus ou moins au quotidien. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts qui ont été faits pour endiguer ou bien pour tenter d'endiguer ce phénomène. Monsieur Yout a tantôt évoqué les institutions qui ont été mises en place, notamment la CONAC, et ainsi de suite. Mais du côté du secteur privé, on a toujours ce sentiment d'un édifice inachevé. Inachevé parce que déjà, la CONAC n'a pas toutes les prérogatives qu'il faut pour adresser la question. La justice ne s'est pas suffisamment mise à jour également dans ses mécanismes et dans ses procédures. Nous le verrons également tantôt sur le climat des affaires pour pouvoir jouer le rôle qui est le sien, c'est-à-dire celui du régulateur social sur des questions aussi importantes. Et puis, en dernier lieu, même l'architecture juridique, l'architecture réglementaire de répression de ce phénomène reste également incomplet. Nous, au secteur privé, nous avons beaucoup insisté sur la question de la protection des témoins, la protection de ceux qui dénoncent les actes de corruption. Parce que voyez-vous, dans le cas que nous évoquons ici, il y a des soupçons de corruption. Quelqu'un qui se retrouve en mesure de pouvoir dénoncer une tentative de corruption, mais ne le fait pas auprès des institutions qui sont normalement dédiées à le faire, mais se retourne encore dans des procédures entre la tutelle, le conseil d'administration, la direction générale. Tout cela fait un peu désordre. Et donc, on aurait souhaité que dans le cas d'espèce, voir la CONAC être à l'œuvre, effectivement, pour prendre à bras le corps une telle situation. Mais j'aimerais tout de même insister encore sur le fait que nous sommes encore dans les soupçons. Donc, du côté des secteurs privés, comme nous l'avons dit, effectivement, les entreprises également sont concernées. J'ai tantôt indiqué que le GICAM travaillait sur l'élaboration d'un code de bonne gouvernance d'entreprise. Mais Vincent Kouété, lorsqu'il y a de forts soupçons qui impliquent des hauts responsables dans une structure, il y a des conséquences à en tirer généralement. Oui, mais ces conséquences doivent également être des conséquences de droit. Et M. Jout a indiqué, nous sommes encore dans le cadre de la présomption d'innocence. Il faut bien laisser que les procédures judiciaires, si jamais elles sont engagées, aillent jusqu'à leur terme. Mais bien entendu, au plan de l'efficacité du management, de la gouvernance, et même au plan au plan politique, pour peut-être aller dans un champ qui n'est pas le nôtre, il y a un signal, notamment sur peut-être même également de la part de ces responsables qui aujourd'hui ne sont plus certainement dans le confort de pouvoir exercer les responsabilités qui sont les leurs, devraient peut-être se remettre en retrait le temps que la justice fasse son travail. Ça également, ça aurait été des actes qui pourraient être appréciés pour effectivement montrer que la lutte contre la corruption est désormais quelque chose de partagé, quelque chose de véritablement pris à bras le corps et que par estime pour soi également, par question d'honneur personnel, effectivement, on est en mesure de se mettre au-dessus de tels soupçons. Ça se voit dans d'autres pays et nous pensons que c'est des choses qui devraient également pouvoir arriver dans notre contexte. Après vous, Vincent Kouété, Edmond Kamdia, quelles conséquences faut-il en tirer après ces forts soupçons de marchandage et de corruption autour des recrutements controversés au sein de l'agence de régulation des télécommunications. Après ce rappel fait par le ministre de tutelle concernant les organes de gestion de cette structure publique qui est censée veiller à la régulation du secteur des télécommunications au Cameroun. Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais dire à M. Yout, qui m'a cité tantôt, lorsque j'ai parlé des professeurs agrégés qui désagrègent la société, qui se délitent, j'ai bien relativisé mon propos. J'ai dit désagrégés. Je n'ai pas dit tous les professeurs agrégés sont incompétents. Pas du tout. Nous en avons qui sont, mais alors, très compétents dans leur domaine de spécialisation. Donc j'ai dit désagrégés pour dire certains agrégés. Et pour ne citer qu'un seul exemple, dans le passé, sur des agrégés qui n'ont pas fait preuve de... Désagrégation.
Non, je préfère parler de ceux qui ont désagrégé. Parce que ceux qui n'ont pas désagrégé, ils sont très peu nombreux. Hein, ça ne m'intéresse pas de citer ceux qui sont bien comportés. Puis c'est normal qu'ils fassent bien le travail. C'est plutôt nous dans la presse, on regarde lorsque le train arrive en retard, c'est-à-dire quand ça ne marche pas. Oui. Donc ce sont ceux qui ont désagrégé qui nous intéressent. Et je vais vous rappeler juste un fait historique dans le passé pour vous dire qu'il y a au moins un secteur que tous les Camerounais aiment, le football, qui est l'opium du peuple. Vous avez connu comment on a eu une normalisation qui n'en finissait pas. Et celui qui pilotait cette normalisation était un professeur de droit, agrégé de droit public que je ne vais pas citer. C'était la polémique. Il était assisté par un autre agrégé. Il était assisté par un autre agrégé également. Donc, je ne vais citer aucun nom, mais je vous donne juste des repères pour que vous allez chercher certains agrégés qui n'ont pas fait œuvre utile à la société. Il a fallu qu'arrive un brillant avocat et son équipe pour mettre fin à une normalisation à la FECAFOOT qui n'en finissait pas. Je cite juste cet exemple avant de continuer. Cédric Nouffelé, les conséquences de cette gestion managériale peu orthodoxe que Mme Lanine Postel a décrié, et je dois répéter ici, que Mme Minette Libon-Biken s'est attelée à obtenir de bonnes informations à très bonnes sources. Parce que nous-mêmes, dans nos investigations, on s'est rendu compte que les éléments qu'elle évoque, nous aussi, on a pu les obtenir. Et selon des sources très, très concordantes, Mme la Miss Postel a vu juste. Nous ne sommes pas son avocat ici, mais nous pensons qu'elle a bien fait de mettre le doigt dans la plaie très tôt, parce que si ce type de faux soupçons, et encore, il faut le dire, c'est avec beaucoup de politesse qu'elle s'exprime, qu'elle s'adresse à Mme la PCA, qu'elle parle de très forts soupçons de corruption et de marchandage des postes, elle sait très bien qu'en aval, il y a eu effectivement des opérations qui ont été menées pour recruter des gens contre 4 à 7 millions de francs. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais nous pensons qu'elle a bien fait de taper du poing sur la table. Pour que lorsque un autre professeur agrégé, qui voudrait désagréger la structure dans laquelle on l'a placé, ne montre pas qu'au RDPC, il n'y a pas que des gens qui ne font pas bien leur travail. Je suppose qu'il y en a qui font bien leur travail. Et je voudrais féliciter Mme Lamine Postel d'avoir réagi très tôt. C'est parce que dans le passé, les responsables, la tutelle n'intervenaient pas très tôt pour attirer l'attention des principaux responsables que la situation a pourri. On a vu des situations intolérables, inqualifiables au sein de l'administration camerounaise. Tout à l'heure, on rappelait que le Cameroun a été effectivement champion du monde de la corruption en 1998 et en 1999. Et c'était sur des critères précis de transparence internationale. Certes, on a fait des efforts. Le Cameroun fait toujours partie des 50 pays les plus corrompus dans le monde, hein, selon le dernier classement de Transparency International. Oui, mais je reconnais qu'on fait peut-être des efforts avec la commission anticorruption, qui est devenue très très controversée. Je ne veux pas revenir sur certains dossiers. Je pense que si la CONAC pouvait aujourd'hui se regarder dans la glace, elle se rendrait compte que eux-mêmes doivent se faire quelques reproches. Parce que dans leur mission, quand les agents vont sur le terrain pour enquêter et reviennent après, font la part des choses dans certains dossiers. Je ne veux pas dire que la CONAC est corrompue, mais je leur demande de faire très attention parce que nous voyons et nous savons ce qui s'y passe, qui n'est pas très éloigné de la corruption. Sur les conséquences politiques d'abord, si nos responsables avaient pris l'habitude, assumaient les actes qu'ils posaient, ou alors lorsqu'on les soupçonne tout simplement de corruption, je pense que la moindre des choses, dans un pays normal, on le voit dans des pays qui se respectent, en Europe, aux États-Unis et même dans certains pays africains, la moindre chose aurait été pour Madame Justine Tifo de rendre son tablier et de se défendre pour justifier le fait que tout ce qu'on a dit est faux.
c'est de rendre son tablier. Elle doit démissionner. Mais rassurez-vous, elle ne démissionnera pas. C'est un miracle que ce type de professeur agrégé démissionne parce qu'ils n'ont pas la culture de la démission. Il faut avoir du courage. Il faut être honnête pour décider de rendre son tablier et s'expliquer et justifier pourquoi on n'a pas le droit. Pourquoi est-ce que certaines personnes ne doivent pas dire que vous êtes soupçonné de corruption? Ça, c'est la première conséquence sur le plan politique. Il y a d'autres types de conséquences qui sont sur les aspects qu'on a évoqués ici, mais sur lesquels on n'est pas rentré dans les détails. J'espère qu'on ne va pas en arriver là, c'est-à-dire des suites judiciaires, des suites au niveau des commissions anticorruption qui viendraient vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Mais il est souhaitable que l'on sache exactement et que l'opinion publique sache exactement ce qui s'est effectivement passé. Nous n'allons pas conclure parce que le dossier est en cours. Et justement, au Canada, vous voudriez dire un mot? Je voudrais dire que c'est bien que Edmond Kamga félicite Madame le ministre des Télécommunications pour sa correspondance. Mais je pense que d'expérience de Camerounais, Madame le ministre fait simplement ça parce que le professeur Justine Difo n'a pas entouré son processus de recrutement de toute la sécurité nécessaire pour qu'on ne voit pas comment ça se passe. Habituellement, dans ces entreprises, on ne sait jamais quand on lance un avis de recrutement. Il en est ainsi de la CONAC, où à un moment donné, un couple s'est retrouvé là-bas. N'est-ce pas, monsieur et madame? On ne sait pas comment les deux sont retrouvés. Donc, ça pose également le problème du processus de recrutement. Comment est-ce qu'on recrute dans ces entreprises? Quand je dis recruter, pas seulement le petit personnel, mais le personnel du top management. Est-ce que ces gens ont les compétences nécessaires pour adresser ces questions? Et mon voisin de gauche a bien fait de parler de l'existence de l'ART qui ne garantit pas la qualité des services en termes de télécommunications. Nous voyons chaque jour, nous sommes victimes chaque jour du vol, n'est-ce pas, des opérateurs des télécoms dans ce pays. Et on s'en plaint, on n'a pas le moyen de nous plaindre et on ne voit jamais l'ART faire le travail pour lequel il avait été créé. Donc, moi je pense que c'est une agitation. J'ai parlé de Siké au début de mon propos. L'individu qui estime que un membre du gang n'a pas entouré son processus de toute la garantie nécessaire pour ne pas mettre à nu les mauvaises pratiques dont ils sont coutumiers. On va être respectueux des institutions camerounaises en attendant d'en savoir davantage sur ces forts soupçons de corruption, de marchandage dans le recrutement de certaines entreprises publiques. Mais posons le problème du climat des affaires à présent, avec les effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19. Avec vous, Vincent Kouété, au moment où le gouvernement est en train de préparer le budget 2021, le JICAM a décidé de présenter sa note de conjoncture économique. Plus de 4 mois après l'apparition de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Aujourd'hui, concrètement, Vincent Kouété, où en est-on avec cet impact économique de la crise sanitaire? Quelles sont les données que vous avez concernant la situation des entreprises actuelles au Cameroun? Bien, merci Cédric. Ce qu'il faut dire, c'est que l'impact économique de la crise est de plus en plus sévère. Dans l'imaginaire, ou bien tout au moins en lisant certains médias, on a l'impression, on peut penser qu'effectivement on va vers une crise qui s'atténue, ou bien où on a des améliorations, peut-être sur le plan sanitaire, mais il faut dire que sur le plan économique, nous sommes en train d'aller tout droit vers un désastre. Vous avez parlé du rapport que nous avons présenté publiquement le 23 juillet dernier, qui en fait s'inscrit dans une dynamique. Rappelez-vous déjà qu'au mois d'avril, le 26 avril plus précisément, nous avons déjà rendu un premier rapport sur l'impact de cette crise sur les entreprises. Et ce rapport indiquait effectivement que 92% des entreprises que nous avions sondées étaient négativement impactées par la crise. Et bien rendu en fin juin, c'est un chiffre d'ailleurs qui a été confirmé également par une autre enquête de plus grande envergure menée également entre-temps par l'INS. Mais aujourd'hui, en fin juin, la dernière opération, celle qui a été récemment présentée, montre que ce taux-là est en augmentation. Nous sommes désormais à 96, pratiquement 97% des entreprises qui sont significativement impactées négativement par la crise. Plus grave, près de 7 entreprises sur 10 indiquent que les conséquences, les répercussions de la crise, qui sont déjà négatives, se sont accentuées entre-temps sur elles. Nous avons également évalué donc cet impact en termes de perte de chiffre d'affaires,
des pertes de capacité de contribution aux recettes de l'État, des pertes d'emplois, et puis également des distorsions sur les relations inter-entreprises. Pour faire simple et vous donner quelques éléments qui pourraient être édifiants, c'est d'indiquer par exemple qu'entre avril 2020 et avril 2019, les près de 250 entreprises, 257 exactement entreprises que nous avons consultées, établissent des pertes de chiffre d'affaires à plus de 510 milliards sur un seul mois, entre avril 2020 et avril 2019, induisant de ce fait une perte de capacité de contribution de cet État de plus de 51 milliards de francs CFA. Et lorsque... Vous voulez parler de l'année 2020 entre le mois de mars et avril ou non. L'année 2019, l'année 2020? Nous comparons le mois d'avril. Le mois d'avril 2019 à celui d'avril 2019, si vous préférez. Oui, c'est-à-dire tout à fait. Pour tenir compte des effets de saisonnalité, tout ce que vous pouvez, parce que... Donc à la même période, les entreprises ont perdu un chiffre d'affaires évalué à 510 milliards. 510 milliards sur un seul mois. Et donc, avec, comme je l'ai dit, une déclinaison sur la capacité à contribuer aux recettes de l'État de près de 51 milliards qui a chuté. Et vous l'avez indiqué en début d'émission, et je pense que tout le monde peut le voir, des mises au chômage technique, des licenciements qui se multiplient. Déjà, plus de 50 000 employés en chômage technique et environ 14 000 licenciés purement et simplement. Encore là, nous ne parlons que des entreprises du secteur moderne de l'économie. Et donc, également des répercussions, comme je l'ai dit, sur les relations inter-entreprises, notamment sur les délais de paiement. Qui dit délai de paiement dit forcément besoin de financement. Le BFR qui est également impacté parce que quand vous avez 32 jours supplémentaires de hausse des délais de paiement sur vos clients, effectivement, cela met très à mal votre trésorerie. Et quels sont les secteurs d'activité, les branches d'activité les plus touchées du fait de cette crise sanitaire? Les 5 principales branches qui ont été mises en évidence dans le cadre de notre opération sont premièrement le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui est incontestablement le secteur le plus touché. Vous avez également l'industrie alimentaire qui pâtit énormément de la crise, notamment du fait des difficultés d'approvisionnement auxquelles ce secteur-là fait désormais face. Ensuite également les secteurs des services financiers. Vous voyez très bien, une fois que les entreprises n'ont plus de liquidité, elles ne peuvent plus rembourser leur crédit, et donc cela a des effets sur les entreprises d'intermédiation financière et des assurances. Et ensuite également vous avez le secteur des transports auxiliaires des transports qui est significativement touché parce que les différentes restrictions qui ont été introduites pour faire face à la crise, notamment les limitations des déplacements, l'annulation des manifestations, fait en sorte que aujourd'hui ce secteur-là se retrouve véritablement à mal. Et ensuite vous avez également des secteurs comme les BTP où les arrêts de chantier, les retards dans le paiement des décomptes de l'État également mettent à mal ces différents secteurs d'activité. Donc voilà grosso modo la carte des répercussions actuelles de la crise. J'ai tantôt évoqué également l'impact sur l'économie circulaire parce qu'on se rend compte que de moins en moins les entreprises font appel aux services et aux produits des autres. Et il faut également noter que dans ce tourbillon-là, les entreprises essentiellement orientées vers les prestations et les services à d'autres entreprises, notamment ceux qui sont dans l'événementiel, la publicité, aujourd'hui, pour ne pas dire au moins, pour certains, sont véritablement au bord du gouffre, au bord de la faillite. Au regard de ce sombre tableau que vous venez de peindre sur l'économie nationale, Jean-Claude Fils-Diouf, que fait le gouvernement pour venir en aide à ce secteur privé? Vous venez de suivre ces chiffres inquiétants. Il y a 57 000 Camerounais qui sont mis en chômage technique, 14 000 personnes licenciées du fait de l'impact économique de la crise sanitaire. On n'a pas suivi, le gouvernement parlait d'un accompagnement de ces travailleurs aujourd'hui en chômage technique et d'autres licenciés. Qu'est-ce qu'on fait concrètement face à ces multiples problèmes qui viennent d'être posés par un secteur privé qui est au bord de l'agonie? Il faudrait que, comme nous sommes là toujours pour édifier nos millions de téléspectateurs, le représentant du GICAM, quand il fait des comparaisons ou bien des superpositions de mois à mois, en ce qui concerne les automobiles ou bien les comparaisons sur chiffre d'affaires, il faudrait aussi qu'il le dise que le climat économique ou social doit être le même. Donc, à choses comparables, les résultats comparables. Nous sommes ici dans une situation de cas de force majeure, où d'abord, la première des choses, si vous voulez parler d'un marché, dans ce marché qui est la rencontre de l'offre et de la demande, vous avez besoin d'abord qu'il puisse avoir des individus consommateurs existants. Mais ici, nous étions en situation où on pouvait mourir. La preuve en est qu'on avait prédit un hécatombe pour le Cameroun. Donc, le gouvernement a d'abord commencé et chercher à nous maintenir en vie, c'est déjà aussi préserver
c'est le début de la préservation du tissu économique. Parce qu'en réalité, à l'après-deuxième guerre mondiale, où on a perdu près de 60 millions d'individus, c'est beaucoup de pertes. Alors aujourd'hui, nous avons les chiffres qui sont moins reluisants, ça c'est vrai, mais nous pouvons déjà dire que nous sommes restés debout et que grâce au gouvernement, aux mesures prises par le président de la République, on est maintenant en même de pouvoir faire face et de pouvoir parler de la relance économique. Vous ne pouvez pas parler d'une relance économique avec une population malade, avec une population qui est en train de mourante, avec une population qui ne peut pas se mouvoir, avec une population qui ne peut pas se retrouver. Parce que même pour consommer, il faut se déplacer. Et nous étions dans une situation où cette pandémie du Covid-19 pratiquement mettait aux arrêts un certain nombre de choses. Ceci étant dit maintenant, nous allons commencer à voir. Souvenez-vous qu'il y a eu, dans le cadre du plan de relance de l'économie, un certain nombre de mesures envoyées aux opérateurs économiques et surtout aussi aux agents économiques dits de l'informel, où il y a eu des exonérations en termes d'impôts qui ont une incidence. Et je pense qu'à l'époque, le JICAM avait fait une sortie en disant que c'est une bonne chose, mais on peut encore mieux faire. Non, mais ici, je n'ai pas suivi ça. Donc, c'est pour nous dire que le cliché qui était en train d'être présenté est juste un cliché, certes alarmiste, mais le plan de relance, y compris dans le cadre donc vous avez parlé dans l'annonce le compte d'affectation spéciale pour la lutte Covid-19 intègre également ces éléments de relance. Parce que mais cependant, 64% au moins des chefs d'entreprise disent être insatisfaits des premières mesures d'accompagnement qui ont été mises en place par le gouvernement. L'allègement fiscal dont vous parlez n'a pas eu un effet induit sur leurs activités de production à l'arrêt et sur leur capacité à pouvoir se relancer au moment où il y a plus ou moins un déconfinement observé à travers le monde. Est-ce que le gouvernement a mesuré d'abord l'urgence du problème pour mieux adresser les préoccupations posées par le secteur privé? Oui, bien sûr, le gouvernement a mesuré l'urgence du projet. Parce qu'en réalité, les mêmes entreprises, membres du GICAM et tous les opérateurs économiques étaient déjà en situation de tension de trésorerie. Donc, ce que vous voulez dire que lorsque vous avez la pression du paiement, du paiement des créances à très court terme, ça cause un problème, surtout sur des charges non incompressibles. Donc, il était question ici de pouvoir les assouplir afin qu'ils puissent maintenant réinvestir ces cadeaux fiscaux-là dans le cadre de la relance de leurs économies. C'est ce qui a été fait. Mais maintenant, parler de la relance de la chaîne de production, on ne produit pas pour produire et stocker. Il fallait aussi que de l'autre côté, il y ait une population, il y ait les consommateurs qui soient à même de pouvoir faire la demande des produits, et pour ceux qui sont dans la situation des produits de substitution, ainsi de suite. Mais nous étions dans une situation où même la population était confinée ou bien était en situation où elle ne n'avait pas. Et en plus de cela, les revenus ont diminué. Mais le cliché qui a été présenté des secteurs les plus touchés ici, si vous remarquez très bien, ces secteurs-là, c'est pour la plupart relèvent d'une économie extravertie, qui relève du contexte international. On parle quand même du secteur hôtelier de la restauration, qui est l'un des principaux pourvoyeurs quand même d'emplois. C'est là où la crise a eu le plus d'effet, parce qu'il y a de moins de fréquentation dans ces espaces. Il y a des emplois qui étaient assez fragiles déjà, et qui ont été détruits du fait de l'impact de la Covid-19, et le secteur des bâtiments et travaux publics, qui n'a pas un secteur extraverti, et où il y a des délais de paiement qui ne sont plus respectés par l'État du Cameroun concernant la dette antérieure. C'est là aussi une préoccupation de la part du secteur privé. Que fait le gouvernement à ce niveau, Jean-Claude Fissiouf, pour éponger cette dette intérieure et renflouer les caisses des entreprises privées afin qu'elles puissent, elles aussi, insuffler cet argent dans leur machine de production et payer les salaires? Pour l'instant, la priorité du gouvernement reste toujours la lutte contre le Covid-19. Ce n'est pas parce que nous sommes en situation de léger mieux aujourd'hui que nous pensions que nous en sommes sortis de l'affaire totalement. Donc, tant qu'on est encore dans une situation de fort soupçon de reprise, en Europe, ils sont en train de se préparer qu'ils peuvent avoir une deuxième vague. Donc, c'est pour vous dire que nous aussi, le gouvernement camerounais, est d'abord en situation que toutes les orientations sont d'abord pour pouvoir lutter contre le Covid-19, qui n'est pas une situation négligeable. Nous voyons les dégâts aujourd'hui aux États-Unis.
Mais c'est pour vous dire que lorsque vous dites que le BTP, par exemple, n'est pas extraverti, les financements, par exemple, avant d'en arriver à la main-d'œuvre locale, la production et la disponibilité des matériaux, on a besoin des financements. Et si vous avez cette diaspora, par exemple, camerounaise, qui transférait un certain nombre d'argent à nos concitoyens ici et qui ne le font plus de par le fait qu'eux également, ils étaient confinés, on ne peut pas négliger qu'il y a un souci sur le plan de l'arrivée des financements. Le secteur hôtelier dont vous parlez, c'est un secteur qui est lié à l'activité touristique. Et vous savez très bien que, de par la récession des déplacements, la fermeture des frontières, la limitation des plans de vol, et ainsi de suite, ça fait en sorte que le tourisme a en partie, et qui parle de tourisme parle du secteur hôtelier et de la restauration. Maintenant, nous, Camerounais, combien sommes-nous à pouvoir prendre des vacances ou utiliser nos hôtels à un taux d'occupation, par exemple, de 50-60%. C'est pour cela que le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours donc d'un conseil de cabinet, a demandé ce qu'on appelle le Made in Cameroun, consommons camerounais. Consommons camerounais voudrait dire que nous qui sommes restés en interne, à partir d'ici, nous pouvons encourager maintenant le développement et la relance économique de nos entreprises. C'est pour cela qu'il est important que les uns et les autres sachent que chaque fois qu'ils sont en train de consommer camerounais, ils sont en train de relancer l'économie camerounaise à travers le revenu national brut, qui va donc nous permettre de mieux relever la tête de l'eau. Après vous, Jean-Claude Fils, au Kalaïbodé, vous avez le sentiment que les mesures gouvernementales prises jusqu'ici peuvent permettre de relancer la croissance économique et relancer les entreprises qui sont en difficulté au regard du tableau qui nous a été présenté par le secrétaire exécutif adjoint du GICAM? Non, à la question de savoir ce que le gouvernement fait aussi, il faut d'abord dire que le gouvernement ne fait rien. On dit qu'il y a des mesures, mais c'est des mesures en demi-teinte. La preuve, c'est sur le riz. On se serait attendu à ce qu'avec la crise de la pandémie, la Covid, que le gouvernement décida, n'est-ce pas, d'encourager, par exemple, la production locale de riz. Qu'est-ce qu'on a fait? Le président de la République a autorisé les importations et l'exonération de ces importations. Alors que nous avons la semerie à Yagua, où on parle d'un scandale de 160 000 tonnes de riz qui se pourrissent dans les hangars là-bas. C'est voilà un élément de preuve. On ne peut pas dire, et mon ami du RDPC fait bien de dire que le Premier ministre a dit ceci en Conseil des ministres, mais le président de la République prend une autre décision de l'autre côté. Effectivement, quand on parle, et il fait un autre aveu très intéressant, notre économie est extravertie. Et c'était l'occasion, avec la pandémie, la crise sanitaire mondiale, d'engager des activités d'encouragement de la production locale dans tous les secteurs. Là, nous avons parlé de la question du tourisme, de l'hôtellerie qui est extrêmement touchée. Ceux qui voyageaient pour le Cameroun viennent de l'extérieur. Quelle est la capacité d'occupation des hôtels au niveau local? Parce qu'il y a des politiques mises en place pour empêcher les Camerounais de voyager, qui n'encouragent pas les Camerounais à voyager. Est-ce que les Camerounais ont gardé la culture de prendre des congés, de fréquenter les hôtels, les restaurants? Peut-être les restaurants aujourd'hui un peu plus avec la mode. Donc, de ce point de vue, notre économie est extravertie et le monsieur du RDPC fait bien de le dire et de le signaler, mais son parti, son régime ne fait rien pour arrêter cette extraversion de notre économie. Il n'encourage pas. Donc nous sommes dépendants des importations en tout. En tout. Alors, il y a eu un compte d'affectation spéciale pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. Financé par qui? 180 milliards de francs CFA avec l'aide des bailleurs de fonds. Voilà. Et dans cette répartition qui a été faite par un décret du Premier ministre, il est prévu environ 800 millions de francs CFA pour aider le secteur hôtelier à se relever. Qu'est-ce que vous en pensez de cette répartition qui consacre une part belle aux dépenses de fonctionnement et un peu moins aux investissements prévus dans ce compte d'affectation spéciale? On aurait pu commencer par la tomate. La filière tomate est en problème. Ce fonds-là aurait pu permettre, mais personne n'a touché à cet argent pour aider. Combien? Donc, moi je prends des exemples. On dit il y a un contrat d'affaires. On prévoit d'aider. Alors que là, on a des situations où on aurait pu aider, où on n'a pas aidé. Vous connaissez le sinistre que vivent, n'est-ce pas, que vivent les cultivateurs de tomates aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, la Covid est un prétexte
que le régime va utiliser pour justifier ses incapacités. Et c'est dommage, parce que quand j'ai posé la question de savoir qui a financé le compte d'affectation, presque à 100%, c'est la communauté internationale, c'est la Banque mondiale. Ailleurs, les États se sont ont d'abord puisé dans leurs réserves pour dire nous allons financer le plan de relance et attendre après, n'est-ce pas, que les partenaires techniques au développement, la Banque mondiale et autres qui... Au Cameroun, il y a eu un fonds de solidarité nationale avec qui était chiffré à combien? Le chef de l'État a octroyé 1 milliard de francs CFA et a appelé à une solidarité nationale en vue d'aider le Cameroun à faire face à la pandémie. Ça fait environ 3 milliards. Qu'est-ce que 3 milliards de francs peuvent apporter pour aider les entreprises? Il y a d'abord combien d'entreprises? Quel est le niveau de ces entreprises? À qui on peut donner 3 milliards pour relancer ces activités? Non, c'est pourquoi j'ai dit que c'est des solutions en demi-teinte, c'est des approximations, parce que nous avons, dans notre manière de faire, au Cameroun, le régime a une manière de faire qui procède des approximations. N'est-ce pas? Il n'y a pas de politique réelle en quoi que ce soit. La Covid nous a mis à nu. La Covid a permis de montrer que nous n'avions même pas de réserves. Alors qu'ailleurs, les gens sortaient les réserves pour dire, avec ça, nous allons financer ceci. Nous nous sommes contentés de faire semblant, de confiner, d'aider. Et les mesures qui ont été prises pour 3 mois n'ont pas été appliquées. Je connais les gens au marché Mokolo à qui les mairies venaient exiger de payer, alors que les populations disaient non, on a pris des mesures, et voilà, appliquez-les. Donc, c'est un aveu que le RDPC fait ici, d'avoir échoué. Après vous, Okala Ebodé, Edmond Kamgia, compte d'affectation spéciale, 180 milliards de francs CFA. On constate qu'il y a des centaines de millions qui sont prévus pour l'appui des gouverneurs afin de les aider dans la sensibilisation contre la pandémie du Covid-19. Il y a des centaines de millions de francs CFA qui sont prévus pour la formation des jeunes au ministère de la Jeunesse afin qu'ils soient aussi des agents de sensibilisation pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et environ 400 millions réservés au ministère de la Communication. Une telle répartition, est-ce qu'elle prend en compte les spécificités et les besoins réels du Cameroun en matière d'appui aux collectivités territoriales décentralisées et en matière d'appui au secteur privé qui en a tant besoin? Je ne vais pas badiner avec les mots. La réponse est non. On ne peut pas prévoir tant de milliards, 180 milliards vous avez dit, et prévoir des centaines de millions destinés aux autorités administratives, aux gouverneurs, aux autorités administratives pour la sensibilisation. Une partie pour la formation des jeunes. Mais que font donc les médias? Mais je me serais attendu qu'une bonne partie de cet argent soit destinée au secteur de la communication. Dites-moi qu'est-ce qui est prévu pour le ministère de la Communication. Dites-moi ce qui est prévu pour le secteur privé de l'audiovisuel, pour le secteur privé de la presse écrite. Rien du tout. Mais c'est très grave. C'est pour cela que je disais que, tel que cela a été planifié, je pense que les dirigeants, nos gouvernants, n'ont pas l'intention d'obtenir un résultat probant, n'ont pas l'intention de résoudre le problème. Parce qu'on aurait pu prévoir autrement la répartition du budget. Mais pourquoi donner tant d'argent aux autorités administratives? Qu'est-ce qu'elles font de spécial en dehors de ce qu'elles ont normalement l'habitude de faire dans le cadre de leur mission régalienne pour lequel l'État leur a déjà doté de l'argent? Rien du tout. On ne peut pas accompagner financièrement les autorités administratives sur le terrain dans cette bataille-là avec encore des millions. Non. Moi, je pense que c'est des sources de distraction d'argent. Et c'est grave. C'est si grave que j'ai l'impression que tout ce qui aurait dû être fait dans les discussions entre le secteur public et le secteur privé nous aurait amené justement à éviter cela. Si le gouvernement avait écouté le secteur privé, les organisations patronales comme le GICAM, je pense que ce genre de répartition n'aurait jamais eu lieu. Cela n'aurait pas pu se passer ainsi. La répartition du budget est mauvaise. Le diagnostic laisse à désirer. Et je crains fort que les résultats ne soient pas atteints. Que ce ne soit pas mis en œuvre. Parce qu'on n'a pas associé ceux-là même qui doivent mettre en œuvre. C'est-à-dire la communication et le secteur privé, les entreprises. Il faut leur donner plus de moyens. Il faut prévoir plus de moyens pour encourager le secteur privé. C'est ce qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya, dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, on a assisté à un sommet, un grand sommet au niveau continental, à Bruxelles. Des chefs d'État et de gouvernement qui ont réfléchi comment relancer l'économie
au niveau continental et même pays par pays, pour que l'Union européenne ne connaisse pas les difficultés après le Covid. En fait, quand je dis après, c'est entre guillemets, parce que le Covid est encore là, le Covid-19 est encore là, mais il faut le gérer. C'est-à-dire, il faut à la fois. C'est un équilibre important à mener. Mener la bataille contre la propagation du Covid-19, mais en même temps, permettre aux entreprises de fonctionner. Et justement, sur les besoins des entreprises, Vincent Kouété, le gouvernement interpartenaire du Cameroun a fait des propositions à la fois à court terme et à moyen terme afin que leurs doléances et leurs préoccupations soient prises en compte. Quelles sont ces principales propositions que fait le JICAM? Merci Cédric. Mais si vous permettez, avant de répondre de manière spécifique à votre question, je voudrais peut-être clarifier peut-être un ou deux points, notamment suite à l'intervention de M. Youth. Premièrement, il est d'accord avec nous que la situation est alarmiste. C'est-à-dire, sur le volet économique, effectivement, nous sommes en train d'aller à la dérive. Deuxièmement, et le message que nous avons voulu faire passer, c'est de dire que la situation sur le plan économique ne s'améliore pas, contrairement à ce que l'on peut penser. Parce que, comme on l'a dit, au mois d'avril, 92% des entreprises étaient impactées. Le 31 avril, le Premier ministre a effectivement annoncé une série de mesures de soutien, dont la levée de certaines restrictions. Et le sentiment que du côté du patronat, on en a l'impression que le gouvernement a considéré que ces mesures-là étaient suffisantes. Eh bien, l'évaluation que nous venons de faire vient démontrer qu'elles, non seulement elles ne sont pas insuffisantes, mais elles sont totalement en retrait de ce qu'il faut pour enrayer les effets dévastateurs de cette crise. Le troisième point que je voudrais souligner, la troisième mise au point, c'est sur la priorité accordée aux volet sanitaire de la crise. Mais je pense que c'est une priorité qui est partagée par tout le monde. Il n'y a pas que le gouvernement qui a pris des mesures sur le plan sanitaire. La plupart des entreprises se sont adaptées, ont acquis des équipements, ont investi pour protéger la santé de leurs employés, quitte même encore d'autres ont investi, y compris des contributions au fonds de solidarité qui a été mis en place par le président de la République. Donc, la question de la santé des Camerounais, qui est on est d'accord, qui est la chose première, qui est le bien que, enfin, on va dire, le droit le plus élémentaire de l'être humain est tout à fait partagé par tout le monde. Nul ne met entre parenthèses cette nécessité qui est l'urgence première. Mais ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que la situation économique pourrait déboucher sur une autre crise plus grave, qui pourrait être une crise sociale. Et il est important que, en même temps que nous déployons un certain nombre d'initiatives pour enrayer la propagation de la pandémie, que nous pensions à sauvegarder le tissu productif. C'est bien cela que nous voulions dire. Vous m'avez interrogé sur les demandes ou alors les propositions du patronat. D'abord, également revenir sur cette question de répartition de l'enveloppe. Nous avons vu, comme vous, le décret qui a été signé par le Premier ministre, et je dois dire véritablement que nous sommes tombés des nues, sur l'enveloppe de 180 milliards qui a été effectivement allouée au fonds de solidarité. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a effectivement 50 milliards qui devraient servir à apurer la dette intérieure, mais sur les 130 milliards qui restent, il faut noter qu'il n'y a que 22,7 milliards qui seront alloués à la résilience économique. À peu près 60 milliards vont aller vers le système de santé. Ce que tout le monde comprend, la résilience sociale, ce sera dans les 40 milliards, mais seulement 22,7 milliards de ces fonds vont être alloués, sont destinés à la résilience économique. Cela est réparti entre les institutions comme le Minepat, 10 milliards, le Mintou, le Minmesa, ou encore le Minader ou le Minepia. Et si d'ailleurs vous prenez encore cette enveloppe, il faut noter qu'il y a là-dedans des ressources destinées à l'appui aux institutions publiques, la navette, Sodepa, ainsi de suite. Ce qui fait qu'il ne restera pour les entreprises et pour le secteur privé qu'environ 14 milliards à peu près. Voilà, en termes chiffrés, ce que dit le décret du Premier ministre. Au-delà de cette question de la quantité, il y a également, comme on l'a dit, la question de la qualité et de la gestion. Effectivement, lorsqu'on dit appui aux entreprises, comment va se faire cet appui? Nous avons vu notamment, et je voulais partager ici l'expérience de la Côte d'Ivoire, qu'Emma a tantôt évoqué, pour dire que dans ces pays-là, le gouvernement a approvisionné un fonds de 250 milliards pour accompagner les entreprises. C'est un fonds dont les mécanismes ont été, je ne peux pas dire négociés, mais discutés avec le secteur privé de fond en comble. Et ces fonds-là vont être essentiellement destinés à des lignes de crédit qui seront
mis à disposition des entreprises pour des emprunts à taux bonifiés et en contrepartie des engagements clairs, comme par exemple la nécessité de maintenir l'emploi, de ne pas partager les dividendes, et ainsi de suite. Bref, on est dans une démarche véritablement partenariale où les préoccupations des entreprises, tout au moins tout ce qui est faisable, auquel on peut répondre, sont effectivement adressées avec efficacité. Et dans le S'agissant du Cameroun, est-ce oui, que vous avez... excusez-moi que je revienne encore. S'agissant du Cameroun, justement, est-ce que vous avez discuté avec le gouvernement sur la répartition de ce compte d'affectation Jamais. spéciale? La réponse est toute simple, pas du tout. Mais s'agissant des propositions, nous avons interrogé les chefs d'entreprise, parce que tout à l'heure je n'ai pas évoqué cela, parce que je savais que nous reviens. Nous avons interrogé les entreprises sur les besoins complémentaires et les réponses sont sans équivoque. Les chefs d'entreprise, en grande majorité, veulent souffler sur le plan fiscal. Ça, c'est un. Près de 7 entreprises sur 10 réclament des mesures additionnelles et surtout un relâchement de l'étau fiscal dans lequel ils se retrouvent aujourd'hui. Et environ 6 entreprises sur 10, 60 à 63% réclament effectivement des appuis financiers. C'est pour ça qu'à l'immédiat, le GICAM a préconisé effectivement que, en ce qui concerne la fiscalité, l'on puisse déjà étendre certaines mesures qui ont été annoncées le 30 avril, qu'on puisse étendre la période de validité jusqu'à la fin de l'année, parce qu'elles étaient annoncées pour certaines d'entre elles simplement pour 3 mois. Alors il faut au moins rallonger cela jusqu'à la fin de l'année. Deuxièmement, toujours sur le plan fiscal, nous pensons qu'il est indispensable de donner le souffle aux chefs d'entreprise. Je me rappelle encore ce 23 juillet au sein du GICAM où un chef d'entreprise n'est pas allé très loin, a pris l'image en disant qu'il avait un genou sur le cou à l'image du fait divers qui a récemment alimenté l'actualité dans le monde international. Et donc, nous demandons effectivement de desserrer cette taux-là dans les entreprises en suspendant les contrôles fiscaux, les contrôles douaniers et celles diligentés par toutes les autres entreprises. Pourquoi? Parce que ces contrôles-là sont source de tracasseries à n'en point fini. Nous pourrons aller dans les détails, les questions d'attestation de nombre de ventes des entreprises qui, pour une dette qu'elles contestent, se voient obligées, sont totalement interdites de toute opération parce qu'aujourd'hui, il y a un document qu'on appelle l'attestation de nombre de ventes qui est devenu indispensable pour toute opération. Donc, nous avons demandé la suspension. Encore que ces contrôles sur lesquels l'État insiste tant ne génèrent que 5% des ressources fiscales, contre 95% qui sont des versements spontanés des entreprises. Mais le gouvernement estime aussi qu'il y a des entreprises qui ne respectent pas leurs engagements et que le gouvernement aussi a besoin de mobiliser ses recettes fiscales pour faire face à ses missions régaliennes de services publics. Je dis bien 95% des ressources fiscales de l'État sont des versements spontanés. Tout ce que les contrôles et autres dispositifs répressifs sont mis en place apportent ces 5%. Mais le plus grave, c'est que ces contrôles-là, en raison d'un système notamment fiscal qui est basé sur le prélèvement sur le chiffre d'affaires, entraînent des tracasseries à un point fini, qui aujourd'hui, les chefs d'entreprise obligés de se réinventer, obligés de revoir les modèles de fonctionnement, de réétudier les entreprises, de réétudier le mode de fonctionnement, perdent du temps, gaspillent toute leur énergie, effectivement, pour répondre aux sollicitations des administrations fiscales. Nous étions là sur le plan de la fiscalité, et ça, véritablement, à court terme. Également, à court terme, comme je l'ai dit, le second point, les secondes attentes portent sur le plan financier. Et à ce sujet, il faut faire comme les autres pays l'ont fait. Il faut déjà, dans un premier temps, relâcher les conditions qui permettent aux banques de pouvoir considérer, faire des provisions sur les entreprises. La crise a essentiellement mis à mal la capacité des entreprises à honorer leurs engagements. Or, les règles prudentielles qui gouvernent notre sous-région sont restées les mêmes. Dans les autres pays, tout cela a évolué, y compris près de nous, dans la zone UEMOA. Toutes ces règles-là ont émergé. Il faut absolument que les règles de provisionnement, notamment celles qui sont diligentées par la COBAC, qui permettent aux établissements bancaires de pouvoir mieux adresser aujourd'hui les difficultés que les entreprises ont dans leurs engagements, ces règles-là puissent évoluer. Ça, c'est véritablement à court terme. Et ensuite, évidemment, nous avons parlé des taux de crédit, des lignes de crédit à des taux bonifiés, des garanties de l'État pour permettre aux entreprises de faire... Et à long terme, vous aimeriez qu'il y ait plus de réformes? Également, la question de la dette publique. Dans le fonds de soutien, effectivement, 50 milliards supplémentaires ont été alloués pour le remboursement de la dette publique qui, sur le plan interne, s'élève à plus de 2000 milliards de francs CFA aujourd'hui. Alors, 50 milliards en plus pour faire face au Covid, nous estimons que c'est à la limite, on va dire, pour rester poli, très, très insuffisant. Donc, nous avons même proposé d'aller vers des mécanismes de titrisation de cette dette, mais à moyen terme, effectivement, de revoir le système fiscal qui, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut sortir de ce paradigme de prélèvement basé sur le chiffre d'affaires, qui est véritablement un système inouï et qu'on ne rencontre nulle part dans le monde qu'ici au Cameroun. Et enfin, pour aller plus loin, effectivement, envisager des mesures de soutien aux ménages, mais des mesures véritablement proportionnées, parce que, comme beaucoup l'ont dit ici,
la grande contrainte qui pèse sur notre économie n'est pas du côté de la demande, mais bien du côté de l'offre. Après vous, Vincent Kouété, pourquoi le gouvernement Jean-Claude Fils-Youf, pourquoi vous n'écoutez pas le secteur privé avant de prendre des mesures comme la répartition de ce compte d'affectation spéciale pour la lutte contre la Covid-19? Vous avez suivi le cas de la Côte d'Ivoire qui a injecté 250 milliards en soutien aux PME ivoiriennes avec un mécanisme de gestion de façon transparente. Au Cameroun, le secteur privé fait des propositions depuis le début de la crise liée à la pandémie du Covid-19. Le gouvernement joue la sourde oreille et prend des mesures qui ne correspondent pas aux attentes du secteur privé et des ménages camerounais. Pourquoi cette attitude du gouvernement camerounais face aux préoccupations que posent réellement les chefs d'entreprise au Cameroun? Nous sommes souvent... nous observons le spectacle vraiment avec beaucoup de médisance. Lorsqu'on veut nous opposer certains pays à économie comparable, sachant comment la même crise de pandémie a été gérée dans ces pays-là, de manière comparable également. Vous avez suivi des effets d'annonce de 1000 milliards de soutien d'accompagnement dans ces pays-là. Et après, on a constaté qu'ils ont failli arriver à des émeutes de la population parce qu'en réalité, il y avait une inadéquation entre l'effet d'annonce et la réalité sur le terrain. Non. Heureusement, nous avons à la tête de notre pays un sage, un homme pondéré, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui connaît les forces et les faiblesses de notre pays. Et à partir de là, on arrive donc à mettre sur pied cette politique que nous avons aujourd'hui. Lorsque le JICAM nous dit que il faudrait qu'on puisse continuer à assouplir la fiscalité, ça voudrait dire que, en fait, quel est l'opérateur économique qui voudrait payer les taxes? Il voudrait tout simplement continuer à travailler, avoir plus de rentabilité et la maximisation du bénéfice. Ça, c'est le capitalisme pur et dur. Mais maintenant, l'État a des revenus à partir de sa politique fiscale. Et lorsqu'on est en train d'en demander plus, d'attendre plus dans le cadre des missions régaliennes de l'État, il faudrait que cet État-là puisse avoir des revenus. Et nous, l'État camerounais vit également, comme un certain nombre de pays, la situation mondiale, avec la chute du cours des produits pétroliers, avec la baisse de nos exportations. Mais dans ces pays-là que vous citez, ils ont procédé par une réduction des salaires des hauts responsables de l'administration publique, par plus de transparence dans la gestion des finances publiques pour envoyer un signal fort au secteur privé et aux populations. Au Cameroun, dans la répartition de ces fonds depuis le début de la crise, il y a beaucoup de controverses sur la gestion des fonds dédiés à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et là aussi, il y a des préoccupations relatives à la répartition des 180 milliards prévus dans ce compte d'affectation spéciale. Vous avez suivi le représentant du JICAM qui estime que les fonds de 50 milliards pour l'apurement de la dette, c'est insignifiant au regard des 2000 milliards de dettes antérieures que réclame le secteur privé pour se relancer concrètement. On est d'accord que on ne peut pas encore dire que nous sommes dans une situation d'optimum. Et nous sommes en situation de relance économique. La relance économique n'est pas seulement sur une journée, ou bien sur une semaine, ou bien sur un mois. Monsieur Vincent Kouété le sait très bien que les plans de relance d'une économie peuvent porter à très court terme, à moyen et à long terme. Alors, donc, en fonction maintenant de l'aspect situationnel dont on est en train de prioriser et de trouver qu'il est nécessaire de financer à travers telle chose ou telle, on en arrive. Monsieur Okala a parlé du riz tout à l'heure. Mais on peut avoir un plan de production et de relance de production du riz. Ça va produire au bout de combien de temps? 8 mois, 9 mois, par exemple. Mais en tout cas, on a faim là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, non, c'est pour vous dire que un État combine la situation de ne pas être mort parce qu'on attend le riz dans 9 mois par rapport à aujourd'hui. On mange, on continue à vivre et on attend la production. Donc, ce qui veut dire qu'à très court terme, il fallait une mesure urgente. Et surtout que le riz fait partie des produits de consommation courants des Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant T précis pour que nous ne mourons pas de faim? Parce que, souvenez-vous, pratiquement au pic de cette pandémie, on nous a annoncé que l'autre pandémie qui sera même encore plus grave que le Covid sera la faim, la famine. Parce que nous avons un secteur informel qui ne vit que au jour le jour. Et à partir de là, à plus de 2-3 jours
de non-productivité, ils devaient être en situation de famine. Et quand on dit famine, il fallait avoir de quoi s'alimenter. Alors donc, ces exonérations, c'était pour pouvoir continuer à survivre. Et vous vous souvenez qu'il y a une combinaison. On remercie même les opérateurs économiques qui ont apporté des dons, 4000 sacs de riz et tout. Parce qu'il fallait combiner. Et l'alimentation et même le matériel de lutte contre le Covid-19 et tout. Donc, je suis ici en train de vouloir dire que la politique fiscale qui est entreprise aujourd'hui, dans une situation économique morose, où on connaît la baisse des recettes de l'État, il faut trouver l'équilibre entre les cadeaux fiscaux en ce qui concerne la relance du tissu économique et maintenant la capacité à continuer à assurer les missions régaliennes de l'État. Après vous, Jean-Claude Fils, Youf, au Kabaï-Bodé, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce contexte? Le gouvernement évoque la difficulté à la fois de préserver la santé des Camerounais et de veiller à la relance de la croissance économique, une économie qui est impactée du fait à la fois de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et aujourd'hui de l'impact de la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement? Le gouvernement ne veut pas dire qu'il est incapable de le faire. Le gouvernement a atteint son seuil, ce régime a atteint son seuil de saturation en termes de propositions, en termes de capacité de faire des propositions qui satisfassent notamment tous les secteurs d'activité, notamment celui des affaires. Le représentant du JICAM ici est très poli. Il ne va pas dire comme moi que c'est des mesures cosmétiques qui ont été prises. Parce qu'il dit que ces mesures sont insuffisantes, qu'il faut encore faire davantage. On a fait de la comparaison et je suis sûr que mon ami du RDPC refuse qu'on fasse la comparaison. En toute chose, on doit faire la comparaison si on va avancer. On doit regarder l'autre. Nous devons, ce qui se passe avec le Cameroun d'aujourd'hui, de ce régime, c'est qu'on refuse au Cameroun la capacité de regarder ailleurs pour faire des comparaisons, pour pouvoir avancer. On regarde ailleurs pour pouvoir avancer. La deuxième chose que je voulais dire ici, quand vous avez posé la question sur la participation, pourquoi le JICAM ne participe pas? Non, le régime, la participation est un principe important de la gouvernance. Et la gouvernance de l'opacité n'aime pas la participation. La participation suppose qu'on associe des partenaires avec lesquels on discute, avec lesquels on dégage des solutions. Ça n'a jamais été rompu au Cameroun. Je n'ai pas dit le dialogue social. Nous sommes ici avec un responsable du JICAM. On lui a posé la question de savoir pourquoi ils n'ont pas participé. Il a dit qu'ils n'ont pas participé aux discussions. C'est clair que ça a été dit. On vous a posé la question de savoir pourquoi le régime n'associe pas Le régime continue. Non, je dis que la participation apporte de la lumière économique. Vous le savez très bien. Sur des situations et le gouvernement qui est en incapacité d'apporter des solutions ne tient pas à avoir des partenaires en face qui lui poseront la question de savoir pourquoi êtes-vous incapable de nous apporter des solutions. Il y a quand même la Chambre des comptes qui va auditer la gestion de ces fonds issus du compte d'affectation spéciale pour la lutte contre la Covid-19. Est-ce que ce n'est pas là une volonté du Premier ministre, chef du gouvernement, de veiller à ce que ces 180 milliards tels que repartis puissent être utilisés selon des règles d'éthique et de gouvernance et de transparence en intégrant la Chambre des comptes dans l'examen et l'audit de l'utilisation de ces fonds? C'est une répétition. C'est une obligation pour la Chambre des comptes d'auditer ces comptes. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que simplement, c'est le travail de la Chambre des comptes. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau dedans. C'est une répétition. Deuxième chose, c'est que par quel mécanisme a-t-on procédé à la répartition de ces 180 millions? De ces 180 milliards, ça aurait dû être un processus participatif entre les acteurs, les divers acteurs et le gouvernement. On ne reçoit pas 180 milliards qu'on a dit, que la Banque mondiale a dit que nous allons veiller, donc nous allons veiller à l'utilisation. On ne s'assoit pas dans sa chambre ou dans son bureau à Yaoundé et on les affecte d'autorité. Et le JICAM a bien fait de le relever ici. Ça aurait été intéressant que sur les 180 milliards qui ne sont pas déjà suffisants, que les acteurs s'asseyent ensemble et affectent de manière indiquée le peu d'argent que nous avons reçu pour le compte d'affectation qui doit soutenir, n'est-ce pas, les efforts de sortie de Covid. Et Edmond Kanga aussi parle très bien de ce qu'on affecte à la communication. Et il a parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on affecte aux médias privés? Ces réponses devaient être apportées de manière consensuelle. Et j'ai dit, le régime n'aime pas la bonne gouvernance
et qu'un régime qui n'aime pas la bonne gouvernance ne peut pas intégrer le principe de participation dans la manière d'élaborer les politiques La publiques. bonne gouvernance, c'est aussi les comptes qui sont... La Cour des comptes existe depuis des années, mais on attend de voir les effets sur l'amélioration de la gouvernance financière dans notre pays. Poursuivons le fil. Chaque jour qui passe, les gens ne font que détruire l'argent. La Chambre des comptes existe, mais personne n'est puni. Il n'y a pas de sanction, il y a un déficit de sanction aussi. Et c'est également un déficit de management que nous avons ici. Des gens volent, on ne sanctionne pas. Peut-être vous voulez parler de la célérité dans le traitement des dossiers. Non, ne me prenez pas le Messieurs, mot. je vous en prie, poursuivons le fil conducteur de cette émission pour évoquer cette mise en garde d'une autorité administrative à l'endroit du chef traditionnel, le roi des Bamendjou, Sa Majesté Sékou Jean Ramo. Avec vous, Edmond Kamgia, le préfet des Hauts Plateaux, reproche au chef traditionnel d'avoir organisé et présidé dans sa chefferie une concertation politique non déclarée. Il parle d'actes de rébellion intolérables et incompatibles avec les fonctions d'auxiliaire de l'administration. Comment vous appréciez cette mise en garde d'une autorité administrative adressée à un chef traditionnel respecté dans la région de l'Ouest? Edmond Kamgia. Cette mise en garde du préfet des Hauts Plateaux est non seulement inopportune, non judicieuse, mais elle est susceptible de mettre de l'huile au feu dans le contexte sociopolitique actuel. Quand j'ai lu, c'est sur les réseaux sociaux, cet acte-là a été suffisamment diffusé du préfet des Hauts Plateaux, où il estime que le roi des Bamendjou, Sékou Jean Ramo, a tenu une réunion à la chefferie, dans son domicile, et qui n'a pas fait une déclaration préalable. Je voudrais dire à monsieur le préfet des Hauts Plateaux que j'ai le sentiment qu'il ne connaît pas la loi du 19 décembre 1990, aussi bien celle relative aux manifestations et réunions publiques que celle des associations. Parce que quand je lis le libellé de son texte, il parle de manifestation ou de réunion. Cela signifie que pour lui, il y a amalgame. Il ne distingue pas la manifestation publique de la réunion publique. Non seulement il n'y a pas eu manifestation publique à la chefferie, il n'y a jamais eu réunion publique à la chefferie à Bamendjou. Je le parle comme observateur averti. Je ne parle pas parce que je serai l'avocat du roi de Bamendjou. Et j'ajoute que un roi, dans sa chefferie, dans son domicile, est libre de recevoir les fils et filles de sa contrée. Il est libre de recevoir les fils et filles d'autres régions du Cameroun qui veulent bien le consulter sur tel ou tel sujet. Et pour cela, il n'y a pas besoin de faire une déclaration préalable de quelques réunions ou de manifestations que ce soit. Je trouve malheureux ce texte du ministre, du préfet des Hauts Plateaux. Il parle d'actes de rébellion intolérable, Edmond Kamgia. Mais alors là... Le chef est-il entré en rébellion face aux autorités administratives en recevant des acteurs politiques dans sa chefferie pour discuter d'éventuels sujets divers et variés? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que lorsque, par exemple, le roi sultan, roi de Bamoun, qui est membre du bureau politique du RDPC, reçoit les fils et filles du Noun, ou alors les fils et filles d'autres régions du Cameroun qui viennent le consulter pour tel ou tel sujet sur la paix sociale, sur le développement du département ou du Cameroun, a-t-il besoin de faire une déclaration auprès des services de la préfecture du Noun? Je dis non, il n'en a pas besoin. Et tous les chefs, j'ai dit aussi bien le sultan roi de Bamoun, aussi bien tous les rois du Cameroun, de l'ouest comme d'autres régions, sont libres, je dis bien sont libres de recevoir qui ils veulent dans leur chefferie, dans leur domicile privé, pour quelques sujets que ce soit. Les recevoir n'est pas tenir une réunion politique ou une manifestation publique. Il faut qu'on fasse très attention, parce que ce texte est dangereux. Et justement, ça me permet de répondre à la deuxième question. Traiter le roi de Bamendjou
d'avoir une attitude de rébellion, de tenir une attitude de rébellion morale. J'estime que le préfet de Haut-Plateau est allé trop loin. Où est-ce qu'il voit, lorsque tu reçois telle ou telle personne, une attitude de rébellion morale? Cela signifie quoi? Une chose, un non-dit, en fait. Il y a un non-dit dans ce document. Et c'est ce non-dit qui est la finalité même de ce texte. Quand il dit, quand il reproche au roi des Bamendjou d'avoir reçu des personnalités, selon lui étant une réunion ou une manifestation, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'a jamais été le cas, mais quand il rappelle à la fin du paragraphe que cette attitude de rébellion morale est incompatible avec vos fonctions d'auxiliaire de l'administration, c'est en fait ça le message qu'il faudrait que le roi retienne. On vous considère comme un rebelle, monsieur Sokoudjou Jean Rameau. Vous êtes considéré par le préfet de Haut-Plateau comme un rebelle. C'est à cette qualification qu'il faut répondre, c'est à ce qualificatif de rebelle qu'il faut répondre au prophète. Et je vais terminer cette nouvelle pour dire que c'est ce genre d'attitude qui met de l'huile sur le feu. Parce que non seulement le préfet a outrepassé sa mission, ses obligations, parce que ça c'est une tentative d'intimidation, c'est un abus de pouvoir, il y a tous les qualificatifs que je pourrais... C'est en violation même des lois, y compris la loi sur les manifestations et réunions publiques, y compris le texte même de loi qui organise les chefferies que le préfet a cité. Ça n'a rien à voir avec ce texte. Justement, après vous, Edmond Kamgia, au cas Bodé, sur cette attitude d'une autorité administrative qui qualifie un chef traditionnel de rebelle, estime que c'est un acte intolérable d'avoir organisé une concertation politique non déclarée et met en garde ce chef très traditionnel qui, aux yeux du préfet, est un auxiliaire d'administration qui doit respecter les règles en matière d'organisation de concertation politique. Comment appréciez-vous cette sortie du préfet des Hauts-Plateaux? C'est un irrédentisme d'un administrateur civil qui ne sait pas décoloniser. Il n'a pas appréhendé que le monde a évolué et que même la loi du Cameroun donne de la considération aux chefs traditionnels. Ce qui l'embête, pour participer à la constitution des non-dits, ou à l'identification des non-dits, comme l'a dit Edmond Kamgia, c'est l'attitude critique, les propos critiques du chef vis-à-vis du régime en place qui irrite le préfet. Probablement le ministre de l'administration territoriale qui aurait demandé au préfet de faire ce rappel. C'est ça le problème. Mais on n'est pas obligé tous d'être d'avis avec le régime en place. Il y a des chefs traditionnels qui sont militants du RDPC. Le plus emblématique, c'est le sultan roi de Bamoun, qui est membre du bureau politique. Il y a l'amido de Rebouba, qui est vice-président du Sénat. Pourquoi, quand cela reçoivent, ça ne les embête pas du tout? C'est ça le problème. Et donc, j'estime que ce propos, cette attitude du préfet de Haut-Plateau, qui est Bamoun, et donc qui est sujet au roi de Bamoun, je ne pense pas que si on s'était adressé ici au sultan roi de Bamoun, il aurait apprécié. Et donc, de ce point de vue, il me semble que son attitude, son propos est un coup d'épée dans l'eau. Après vous, Jean-Claude Fils-Youf, le roi des Bamendjou, il a réagi sur son compte officiel Facebook. Il dit « Nous devons éviter de toujours laisser le feu pour souffler sur la cendre. Ce n'est pas parce que nous sommes habitués à n'organiser que les funérailles que tout bruit est synonyme de son tam-tam. Parfois on tape, mais c'est plutôt la naissance et pas toujours le deuil. » C'est là les propos du chef traditionnel, le roi Sokoudjou, pour répondre à cette correspondance du préfet des Hauts-Plateaux qui le met en garde, le considérant comme un rebelle, qualifiant son acte d'intolérable. Non, recadrons bien les choses. Le préfet n'a jamais dit que le roi, Sa Majesté, le roi Sokoudjou est rebelle. Non. Il a dit dans le texte, on peut le relire. Ouais, je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout, oui, Jean-Claude Fils. Dans sa note, il a qualifié l'acte de type de rébellion. Qu'on se comprenne très bien, c'est le français.
Et qui pratique la rébellion? Il a C'est qualifié pas un rebelle. cet acte de type de rébellion. Donc, ce qui voulait dire que ça ne voudrait pas encore dire que tel est rebelle, mais il qualifie cet acte de rébellion, c'est-à-dire non-respect des dispositions de la loi. Donc alors, en clair, lorsque- j'aimerais qu'on puisse comprendre pour le commun des téléspectateurs. Oui. Le fait pour un chef traditionnel Oui. de recevoir dans sa chefferie des personnalités, quelles que soient leurs origines, leurs obédiences politiques ou leur parcours professionnel, suffit à qualifier ce chef traditionnel qu'il a posé un acte de rébellion intolérable, pour reprendre les propos du préfet des Hauts-Plateaux? Non. C'est ce que vous voulez nous dire? Non, j'étais d'abord en train de rebondir sur le mot rebelle, parce qu'il ne fallait pas que nous sortions d'ici et qu'on puisse se dire qu'on a pour l'instant qualifié le roi Sa Majesté Sokoju de rebelle. Non, c'est l'acte. Ce serait même pas la première Dans l'acte, oui, C'est cet acte je vais qui est qualifié de dans rébellion. l'acte Bon, qu'il a maintenant, posé. L'acte Ce qu'il a serait pas la posé. première ok, fois. Le première fait chose. de recevoir des gens, Oui, je reprends votre chez question. lui, est-ce que c'est un acte de rébellion. rébellion? C'est ce que je voulais Non, dire. c'est pas le fait de recevoir des gens, mais le problème qui se pose ici, Oui. c'est dans le contenu de qui on reçoit et de ce qu'on fait au cours de la réunion voulez maintenant politique, choisir qui doit aller au sur cours le de la Sokoju? réunion politique ou de la manifestation. Donc ici, le préfet est garant de l'ordre public. Et tout ce qui peut concourir au trouble à l'ordre public, le préfet en est garant. Alors, à partir du moment où une réunion est une réunion d'ordre public, Monsieur Edmond Kambia le sait très bien, c'est régi dans le cadre de la loi 90, pourtant des déclarations. La donc, rencontre, ce qui la voulait dire rencontre que- s'est tenue il y a plusieurs semaines déjà, avant que la sortie du préfet n'intervienne. Elle s'est achevée sans que nous n'ayons eu une information sur un quelconque trouble à l'ordre public dans le département des Hauts-Plateaux et dans la localité de Bamenjou. Comment comprendre donc qu'on parle d'acte de rébellion intolérable dans une correspondance, dans une mise en garde adressée à un chef traditionnel qui règne depuis une cinquantaine d'années et qui est présent? Comment comprendre? C'est pas le jour où les armes commencent à tonner que la situation de guerre a commencé. C'est pour vous dire que la notion de préservation de l'ordre public, il fut un temps ici dans ce pays, chaque fois où le président de la République mentionnait qu'il a pris un certain nombre de dispositions pour la préservation de la paix et qu'il était fier que le Cameroun est un pays arbre de paix et tout, on disait on ne mange pas la paix. On disait à quoi nous sert cette paix-là, machin. C'est aujourd'hui, lorsque nous sommes dans une situation où nous avons connu des conflits à l'extrême nord, la crise du nord-ouest, à la frontière de l'est, qu'on commence à comprendre la profondeur et l'importance même essentielle de la préservation de la paix. Mais la préservation de la paix, ça part aussi par le maintien de l'ordre public. À partir du moment où il y a des forts soupçons qu'une réunion politique a été tenue dans un point, et à plus forte raison encore dans une chefferie, où le chef est un auxiliaire de l'administration censé connaître la loi, on ne lui a pas dit qu'on voudrait interdire ou bien choisir qui il a le droit de recevoir. Mais à partir du moment où une réunion tourne à une connotation politique, elle est soumise au régime des déclarations. C'est ce que le préfet en appelle. Et il dit donc que, au vu des informations qu'il a sûrement, et que peut-être nous n'avons pas suffisamment ou à suffisance, il dit que il a eu des informations qui poussent à pouvoir dire que Le chef veut poser un acte de rébellion. la non-déclaration de ces différentes réunions politiques, je dis bien, de ces différentes réunions politiques est un acte de rébellion parce que c'est une violation. Mais quels sont les éléments qui qualifient une rencontre entre un chef traditionnel et des Camerounais de réunion politique, alors qu'on se trouve dans la chefferie traditionnelle, qui est un espace clos qui appartient au chef traditionnel de par la loi et les règlements existants au Cameroun? Quels sont les éléments qui peuvent amener une autorité administrative de qualifier cette réunion de politique, alors qu'il s'agit de multiples rencontres qui ne sont pas les premières du genre entre ce chef traditionnel et des Camerounais venant d'horizons
divers. Est-ce que la cour d'une chefferie est l'arène où il y a une tribune d'ordre politique? Pourtant, il y a des chefs militants du RDPC qui organisent des meetings pour remercier le chef de l'État d'avoir nommé leur fils à des hautes fonctions au sein du Cameroun. On l'a vu dans le département du Ndé, on l'a vu dans la MIFI, on l'a vu également dans le département du Noun et dans d'autres régions du Cameroun. Les mêmes chefs reçoivent également et félicitent l'ensemble de leurs fils et élites, qu'ils soient de l'opposition ou de tous bords, à chaque fois que l'un de leurs fils a eu à connaître un progrès dans le cadre de la vie sociétale. Donc, c'est pour vous dire qu'à cet instant précis, on ne serait pas en train de dire que ce chef-là est en train de remercier au sens de partisan. Non, il est en train de remercier la progression ou l'évolution de ses fils dans le cadre donc d'une implantation ou bien de la promotion de la culture qui le dirige. Donc, ici, il faut qu'on ne fasse pas l'amalgame. Chaque chef traditionnel est libre, comme tout citoyen, de pouvoir avoir ses choix et ses convictions politiques. Mais l'arène d'une chefferie n'est pas l'arène politique. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Ce n'est pas où le débat politique doit être mené. Si le débat politique est mené là-bas, il n'y a pas de problème. Ça devient tout simplement une réunion politique. Et toute réunion politique doit être encadrée dans le cadre de la loi. Après, et à partir de ce moment-là, juste faire une déclaration de manifestation, ça ne coûte rien à personne. Après vous, Jean-Claude Fils, Okala et Bodé, vous avez suivi le représentant du RDPC. Il estime qu'il s'agissait bel et bien d'une réunion politique et qu'il fallait simplement pour le chef de faire une déclaration auprès des autorités compétentes pour tenir cette réunion et que les propos du préfet des Hauts Plateaux sont des propos bien placés et qu'il s'agit d'un acte de rébellion au regard des informations dont disposerait l'autorité administrative. Que répondez-vous? En 2019, j'ai eu le plaisir de séjourner à Bamendjou et je suis allé rendre visite avec la délégation du MSC qui accompagnait la vice-présidente. Nous sommes allés voir le chef Soukoujou. Peut-être que si le préfet Yampen était au courant, était déjà préfet là-bas à ce moment, il allait dire qu'on a tenu une réunion politique. Les Camerounais, c'est carrément des lieux touristiques culturels. Il ne faut pas aussi l'oublier. Et donc, les gens peuvent aller, après un séjour dans le Haut-Plateau ou à l'Est, décider d'aller visiter ce haut lieu, ce grand lieu de tourisme. Qu'est-ce que vous mettez dans le politique? Donc, à partir du moment où les gens qui sont allés voir ne sont pas du RDPC et qui sont allés visiter la chefferie Bamendjou, qui sont allés dire bonjour au chef Bamendjou, vous allez dire que les gars font de la politique, que c'est une réunion politique, que non. Vous mettez tout et n'importe quoi dans ce concept-là. Vous n'allez pas restreindre les libertés des Camerounais de cette façon. Nous ne l'accepterons jamais. Deuxième chose, le régime de déclaration n'est pas... Non, monsieur, on n'est pas obligé de tout déclarer. Bientôt, vous allez dire qu'il faut déclarer les réunions de famille. Donc, deuxième chose, bientôt vous allez même taxer l'air que nous respirons. Donc, deuxième chose, vous parlez de l'ordre public. C'est quoi l'ordre public? Ça fait 60 ans que vous dirigez ce pays, 40 ans pour M. Biya, vous n'avez jamais défini ce qui est à mettre dans l'ordre public. C'est un concept vague comme ça, vous mettez n'importe quoi au gré de vos humeurs, au gré de vos actes de répression, n'est-ce pas? La loi de 1990 sur le maintien de l'ordre n'a jamais défini l'ordre public. Et vous le faites à dessein, de ne pas dire ce qu'il y a à mettre dans l'ordre public, dans le maintien de l'ordre public. Parce que vous allez utiliser ça n'importe comment pour menacer, pour restreindre la liberté des Camerounais. Non, monsieur, il faut évoluer. Les autres évoluent en bien. Envoie déjà des satellites dans l'espace et vous êtes toujours là à dire à un chef de village qui doit recevoir, qui ne doit pas recevoir. Ce n'est pas vous qui définissez la fréquentation ou le statut d'une enceinte et d'une chefferie. Ailleurs où on a associé les chefferies dans l'évolution des républiques, on a fait l'effort de laisser à ces chefferies de les respecter. Vous ne direz pas, Macron ne dira pas au roi de Monaco qui doit recevoir là-bas ou comment ça doit se faire. Tant que ça ne menace pas l'intégrité de la République, n'est-ce pas? Tant que ça ne va pas dans les histoires d'espionnage et autres. Donc, je suis désolé, cher monsieur, vous n'allez pas continuer à intimider, à restreindre la liberté camerounaise et surtout pas celle de monsieur de la Sa Majesté Soukoujou qui en a vu de plus... Ah oui, hein. Oui, ça fait quand même 60 ans, entre les déportations, les emprisonnements et autres. Je doute que monsieur Yampen ait suffisamment d'étoffe pour l'impressionner. Une autre chose, je crois que le chef Soukoujou est chef de premier degré. Oui.
les chefs de premier degré ne relèvent pas de la compétence du préfet. Il s'est également loupé là-dessus. En matière de préservation de l'ordre public. J'ai dit, si Sa Majesté Sokujou menace, apparaît comme une menace, impose comme une menace, on introduit au dossier au niveau du président de la République. Même le Premier ministre n'adresse pas les questions liées à un chef de premier degré. Je suis désolé. Là, vous êtes en train de parler du... Et Sa Majesté Sokujou Jean Ramo avait été reçu au Premier ministère au moment où le Cameroun était en train d'élaborer le grand dialogue national pour résoudre les problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je reste avec vous au Kala Bodé. Il y a eu cette soutenance suspendue finalement que vous deviez présenter il y a quelques jours seulement à l'université de Douala. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, disons que pour faire court, puisque le sujet n'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais puisque vous me donnez l'opportunité d'en parler, de ne pas prendre tout le temps, il faut dire que l'histoire remonte à une dénonciation d'un acte de malgouvernance. J'ai surpris le recteur de l'université Yaoundé 2, la main dans le pot, en train de frauder aux examens. J'ai pris sur moi de dénoncer cet acte en faisant un recours gracieux préalable qu'il n'a pas bien pris. Et après, quand j'ai déposé ma thèse, quelques temps après, quand j'ai déposé ma thèse, il a choisi d'engager des représailles en arrêtant le processus de soutenance de cette thèse. Je dois dire que la thèse déposée à l'université de Yaoundé 2 est complète. J'ai payé les droits universitaires, j'ai les 3 rapports positifs, j'ai tout réglé, il ne restait plus que l'autorisation de soutenance assignée par le recteur. Vous l'avez déposé quand, votre soutenance le 15 septembre 2017 que j'ai déposé la première version de ma thèse à l'université de Yaoundé 2. Et donc, jusqu'au moment où je dépose ma thèse, il n'y a pas de problème de diplôme. Donc, la question du diplôme est un prétexte pour donner un contour, un habillage juridique à une affaire qui est liée à la morale et à l'éthique. Et donc, après 3 ans de blocage à l'université Yaoundé 2, je dois dire que la procédure en question de recours gracieux préalable est pendante devant le tribunal administratif à Yaoundé. Nous attendons qu'il aboutisse. Donc, à la suite de ça, M. Mikwache a décidé d'entreprendre des représailles, donc de m'empêcher de soutenir. Après 3 ans d'attente, une opportunité se présente. Le professeur Magua est nommé à l'université de Douala. Je lui pose le problème. Il me donne son accord en me disant qu'il a pris la précaution de s'entendre avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Et au bout de ça, je recommence le processus normal. Je dépose une demande. On me sélectionne en thèse dans un processus qu'il préside, normal. Je remets tous les documents qui sont nécessaires. Et ma soutenance est programmée à l'université de Yaoundé Douala. Et M. Mikwache, et M. Mikwache, qui ne respecte pas les principes d'autonomie administrative, financière et académique de l'université de Douala, choisit de vouloir diriger toutes les zones de l'université à partir de son université. Il met en branle les membres de son groupe, qui sont, on ne peut pas dire de son gang, qui sont tapis à l'université de Yaoundé 2 et au premier ministère pour bloquer le processus de soutenance. Mais comment un recteur d'université à Yaoundé 2 peut intervenir alors qu'on parle de l'université de Douala où vous avez été accepté pour présenter cette soutenance? C'est la question à laquelle un jour il faudra qu'il réponde. Est-ce que vous avez les preuves de son implication alors que tout le monde a vu que le recteur de l'université de Douala a donné son autorisation pour que vous puissiez soutenir? Mais j'ai pas soutenu. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement le jour de la soutenance? Qu'est-ce qu'on vous a dit pour justifier la suspension? Non, la veille, le Premier ministère, ayant saisi le ministère de l'Enseignement supérieur, posait le problème de l'équivalence de mon diplôme. L'article 45 de notre Constitution est clair. Les conventions et traités internationaux auxquels le Cameroun est parti sont au-dessus de nos lois. Je suis titulaire d'un master qui bénéficie d'une attestation de reconnaissance équivalente du CAMES que j'ai introduit dans le dossier. Vous ne douterez pas, personne ne mettra en doute les capacités intellectuelles du professeur Magua Ondoa, professeur de droit public, qui a apprécié et a estimé que l'attestation était acceptable parce que la plupart de nos agrégés sont désormais des agrégés CAMES. Il ne viendrait à l'idée de personne de leur demander des équivalences quand ils rentrent du concours CAMES. De la même manière, je n'admettrais pas qu'on me demande une équivalence quand je suis rentré de l'université avec une attestation du CAMES. Les conventions sont d'ailleurs. Donc, la veille, on dit, oui, M. Okala, il faut qu'il produise un arrêté d'équivalence. Je dis, non, je ne peux pas produire. Avec le support, vous avez vu la lettre du recteur adressée au ministre qui circule sur les réseaux sociaux. Et donc, dans la nuit, après que le ministre de l'Enseignement supérieur ait opposé ses arguments,
qui lui avait été communiqué. Ils disent non, monsieur Oka n'a pas produit de transfert. J'aurais dû produire un document qui me trouvait de Yaoundé 2 à l'université de Douala. Et le doyen, le recteur Magloire, on doit leur dire si il faut exiger un transfert, monsieur Oka, il faudrait exiger un transfert à tous ceux qui ont déjà soutenu ici. Et donc, ça allait entraîner une cascade d'annulation de soutenance. Et donc, face à ça, ils sont revenus sur l'argument de l'équivalence. Et donc, c'est là où nous sommes bloqués. Moi, je ne produirai jamais une demande de reconnaissance d'équivalence au niveau du Cameroun. Quels sont les désagréments que ça vous cause au moment où énorme. Vous apprenez cette soutenance étant en salle avec vos proches, vos parents et le jury qui était déjà mobilisé? Donc, vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé le terme de siké. C'est des gens, des sanguinaires qui n'ont aucun sentiment. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Donc, ils ont fait pire que ça. Ça fait 3 ans que j'ai déposé une thèse qui n'est pas soutenue. J'ai réglé tous les droits universitaires. J'ai payé 200 000 francs, donc j'aurais dû payer 150 000 francs. C'est-à-dire que, parce que je suis sélectionné en thèse à Yaoundé 2 le 27 juin 2014. Je dépose ma thèse le 15 septembre 2017. J'ai payé 4 ans parce qu'on disait que c'est l'année académique 2013-2017. Voilà, j'ai payé. Donc, les désagréments sont énormes. Et je crois que la justice fera son travail le moment venu. Donc vous comptez saisir la justice? J'ai déjà saisi la justice 2 fois. Toujours dans ce cadre-là. Déjà 2 fois. Une fois pour demander que le recrutement frauduleux soit annulé. Une deuxième fois pour que le recteur Mikwachi me fasse soutenir. Et c'est qu'il a refusé. Après vous, Edmond Kamgia, ce n'est pas la première fois que des étudiants camerounais en cycle doctorat font face à ce genre de difficultés relatives à la programmation de la soutenance, relatives au suivi de leurs études en cycle de recherche, maîtrise et doctorat au Cameroun. Et là, il y a un cas patent, celui d'Okala Ebodé. Comment vous comprenez une telle situation? Ce que je trouve étrange dans le cas d'Okala Ebodé, c'est que l'argument qui est avancé à la fin, c'est-à-dire l'équivalence des diplômes, on aurait pu le poser dès le début. Et si on l'avait fait dès le début, si cela s'avérait indispensable, je crois que la solution aurait été recherchée et trouvée, si c'était ça le problème. Mais que cela arrive à la fin de cette façon, ça suscite des interrogations supplémentaires par rapport à son cas. La deuxième chose, c'est que quand on en arrive à programmer une soutenance de thèse, et là, dans son cas, le processus a été normalement suivi, que ce soit à l'université Yaoundé 2 ou à l'université de Douala. C'est-à-dire, il fait des travaux, il a un directeur de thèse qui donne son acceptation. L'acceptation est envoyée à la hiérarchie, au décanat. Tous ceux dans le processus jusqu'au rectorat qui doivent suivre et approuver, ont donné leur approbation jusqu'à la programmation. Et cela pose un problème. Parce que quand c'est programmé, cela signifie que le recteur a tenu compte de tous les éléments qui concourent à la validation, parce qu'il y a tout un processus. Parce qu'actuellement, à l'université de Douala, moi je suis très mal à l'aise vis-à-vis de la situation que connaît le recteur de l'université de Douala en ce moment. Parce que lorsqu'il a validé, après s'être assuré, parce que c'est un professeur agrégé de droit public, je le connais personnellement, à l'époque, dans les années 90, avant 90 même, à la fin des années 80, il est mon chargé de TD, professeur Magloire en droit. Et il était déjà brillant comme chargé de TD, avant de devenir professeur agrégé. Ça, je dois le rappeler pour lui dire merci de m'avoir formé aussi. Et le connaissant, méticuleux et rigoureux sur certains critères, j'ai du mal à croire qu'il ne se soit pas entouré de tous les détails pour pouvoir faire soutenir Thierry Okala Ebodé. Je crois finalement que le problème ne serait pas, j'ai dit ne serait pas, j'utilise le conditionnel, ne serait pas que académique. Il y aurait d'autres critères qui rentreraient en jeu pour empêcher Thierry Okala Ebodé de soutenir sa thèse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Jean-Claude Fils Youf, d'être venu sur ce plateau. Merci à Edmond Kamgia d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs Vincent Kouété et Thierry Okala Ebodé, d'avoir participé à cet échange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.